Un excellent conseil pour ceux qui ont du mal à faire des vidéos, des podcasts, c'était tu mets une photo de quelqu'un que tu connais derrière la caméra et tu lui expliques à cette personne. Et tout de suite, si tu expliques à un ami, tu sais, tu es beaucoup plus naturel. Le but, c'est pas d'avoir le plus d'abonnés, c'est pas d'avoir le plus de vues, c'est d'avoir les bonnes vues et les bons abonnés. Si un mec me critique et que les gens en dessous de la vidéo ou du post ou de l'article quoi sont contents, disent ah oui, t'as raison, nanana, donc ça, c'est des gens que je n'aurais jamais pu aider. Ce que veulent les gens, c'est être accompagné et être sûr en fait de ne pas faire les choses dans le vide. Ils veulent être sûrs de ne pas perdre du temps. Et donc toi, c'est ce que tu apportes, c'est le gain de temps en fait. C'est pas forcément les connaissances, mais voilà, si tu as, mais elles sont accessibles aujourd'hui avec le net, les connaissances. Pour moi, l'avenir du coaching, il est humain. Pour moi, la seule façon de tenir, et je pense que c'est une des seules façons que je tiens aujourd'hui, après, avec toute cette concurrence qui s'est développée autour de moi, etc., c'est ce côté humain, la personne que je suis qui fait que ça fonctionne. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxy Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxy est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxy avec d'autres produits de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok Rudy, on est live, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Je vais bien, et toi, comment vas-tu aujourd'hui, Sean? Écoute, ça va très très bien, une belle journée, un petit peu de pluie ici et là en Suisse, mais écoute, on va pas se plaindre, les beaux jours, on tape, on touche du bois et on croise les doigts, vont revenir pour de bon tout bientôt, donc voilà. Mais j'ai vu que la dernière fois, rien à voir avec peut-être le sujet du jour, mais j'ai vu que tu avais été suivre une séance d'aviron, voir l'équipe suisse, non? Ouais, alors c'était complètement impromptu. On était dans les Alpes bernoises avec ma femme pour un petit week-end en amoureux. Et je poste une story sur Instagram et je tag le bled où on était, qui est vraiment au milieu des montagnes. Et mon pote Barnabé, qui rame avec l'équipe suisse, me dit « Ah, ben, notre centre d'entraînement, il est le lac d'après. » Passez seulement dimanche dire bonjour. Et du coup, on s'est retrouvés dimanche matin sur le lac avec le coach sur son petit Zodiac à regarder une séance complète de l'équipe suisse d'aviron. Donc, c'était assez incroyable. Et surtout, avec le paysage là-haut, les montagnes, un petit peu de neige encore et le soleil, le lac, c'était assez incroyable. Ouais. Ouais, ça avait l'air super. Alors je me suis dit, ça y est, il va essayer sur l'eau, quoi. Après le rameur en salle, il va peut-être essayer l'aviron pour de vrai. Ouais, on en avait parlé quand tu m'avais invité sur ton podcast. C'est vrai que le rameur, c'est, comme je l'avais dit à ce moment-là, c'est une discipline avec laquelle j'ai pas encore fait tout ce que je voulais faire. J'ai envie de me remettre dessus. La blessure au dos va de mieux en mieux grâce au travail que je fais avec Kevin notamment. Je suis pas encore sur le rameur, je suis pas encore sur l'eau, mais écoute, on fait ce qu'il faut, on prend le temps et dès que je le pourrai, je le ferai. Bon, cool. Pour les deux auditeurs qui ne te connaissent pas encore, Rudy, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Ouais, donc je m'appelle Rudy. Ça fait maintenant, j'attaque ma 20e année d'entraînement en musculation. Et souvent, quand je me présente, je dis que je suis un passionné de musculation. J'étais là au tout début du net en musculation et donc j'ai été pionnier sur pas mal de domaines, que ce soit le suivi, le coaching à distance, c'était le tout premier. Sur la musculation sans dopage également, on a vite pris cette tangente-là parce que c'était un truc qui nous correspondait. On a été les premiers, par exemple, à filmer les exercices en vidéo.
à faire des articles sur YouTube. Donc, c'est marrant maintenant quand je vois plein de vidéos sur YouTube, je dis, bah, c'était moi le tout premier à faire des vidéos d'articles sur YouTube, donc qui étaient affreuses, hein, qui n'ont rien à voir avec celles qui sont faites aujourd'hui. On était les premiers à faire des podcasts aussi en 2010 ou 2011. On avait arrêté, après on a repris par intermittence. Et puis on a développé plein de projets un peu autour de la musculation sans dopage, comme notre marque de compléments. On a une application SP Training. On a une salle juste à côté d'Annecy, donc le Super Physique Gym. Il y a la Villa Super Physique où j'accueille les gens qui voudraient venir sur Annecy, passer quelques jours en ma compagnie et s'entraîner. Ouais. Et j'ai également des livres, des formations. Voilà, je fais à peu près, souvent quand les gens ne me connaissent pas, je dis je fais tout ce qui existe en musculation. Ça résume bien. C'est un bon petit raccourci. Quand tu dis nous, c'est qui nous? Sur Super Physique, on est deux en fait. C'est marrant parce qu'avant le podcast, on parlait justement de déléguer, de s'associer, etc. Et en fait, moi, je suis très bon, entre guillemets, je m'estimais très bon pour créer du contenu, pour vulgariser les choses. Mais par contre, pour la mise en forme, je suis très mauvais. J'ai jamais aimé mettre en forme. Je suis un peu brouillon. Pour ceux qui écoutent mes autres podcasts, ils s'en rendent bien compte. Et donc, j'avais un copain qui avait, lui, le tout premier site de musculation sur le net, qu'il avait créé en 98 ou 99, qui avait un forum, qui avait tout. Et en fait, quand j'ai eu l'idée de faire Super Physique je crois que c'était avril ou mars 2009, je lui ai dit, là, j'ai une idée, est-ce qu'on ne s'associerait pas? Et en fait, notre association marche du tonnerre. Chacun a son rôle, entre guillemets. Et ça marche plutôt bien. On s'empiète même pas l'un sur l'autre, tu vois. Moi, je fais plus le contenu. Je vais lui donner le contenu et lui va le mettre en forme sur Super Physique. Je m'occupe plus de tout ce qui va être visible et lui de tout ce qui va être invisible, en fait, aux yeux des gens. Donc, mais c'est vrai que dès le début, j'ai eu aussi un coup de bol pour moi. On se connaissait et j'ai senti que c'était la bonne personne pour fonctionner avec moi là-dessus. Alors, parlons un petit peu de ça, vu que tu étais un pionnier dans le domaine, en tout cas dans le monde francophone, quand on parle de création de contenu. Comment tu as découvert ce côté-là et comment tu t'es lancé dedans tout au début, il y a des années de ça maintenant? En fait, au tout début, donc il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien de tout ça. Et ça a commencé avec les forums de musculation. Donc, quand j'ai commencé moi, la muscu en 2001, j'avais un peu moins de 14 ans. Et donc, tu avais deux forums de muscu. Tu avais Power Attitude, c'est un forum qui n'existe plus aujourd'hui. Et tu avais Smart Weight Training, que mon associé Fabrice avait créé. Et en fait, j'ai commencé avec ça. J'étais sur les forums et en tant que jeune, je sais pas comment on peut dire, jeune fou, jeune passionné, après, quand il y a plein de forums qui se sont développés, tu vois, genre 15, 20, j'étais sur tous les forums. Je passais des heures et des heures. Donc, au début, je posais des questions. Ensuite, je répondais, mais je n'avais pas les compétences. Tu sais, j'avais envie de parler, en fait. Et donc, ça s'est développé comme ça. Et je me souviens que j'ai écrit un tout premier article en 2004 sur un forum. On pouvait gagner un pot de protéines, tu vois. Et 2004, j'avais quoi? J'avais 17 ans, un peu moins de 17 ans. Et donc, il fallait écrire un article. Donc, j'avais pris ça au sérieux. Et c'est mon tout premier article que j'avais fait sur la relation tension-longueur pour choisir ces exercices pour les biceps. Et j'avais perdu. Je n'avais pas gagné le pot de prot. Et ouais, et donc au début, après, j'ai lancé mon tout premier site, donc rudicoya.com en 2006, sur le coaching à distance. Et ça, pareil, ça part d'un concours de circonstances parce que quand j'étais gamin, moi, je voulais être professeur de muscu. Tu vois, je voyais le gars qui était prof de muscu dans la salle où j'étais et je me disais, ça a l'air cool comme boulot, tu vois. Le gars, il s'occupe des gens motivés, ceux qui étaient motivés s'en occupaient pas, mais il leur faisait des programmes. En plus, c'était une salle un peu de force, donc il s'en occupait. Et ça avait l'air bien, quoi. Il était assez bien payé, donc ça me semblait correct. Et en fait, moi, j'ai eu mon diplôme à 18 ans, un B2ES Tacumez, et je me suis retrouvé confronté à la réalité du marché que personne ne voulait confier les rênes d'une salle à un jeune de 18 ans. Et donc, j'étais j'étais fourré, quoi. Comme on dit, j'étais fourré. Et par chance, encore une fois, comme j'étais présent sur tous les forums depuis 5 ans, tu vois, 2001 à 2006, j'ai eu mon diplôme en 2006, et j'avais des gens qui m'écrivaient pour être coaché, pour avoir des programmes, pour avoir quelque chose. Et je me suis dit, tiens, on va faire un petit site où je vais proposer ça. Et en fait, ça a marché tout de suite. Ça a vraiment, au bout de quelques mois, je pouvais en vivre. Et donc, j'étais super surpris, tu vois, j'étais super content. Mais c'est venu parce que les gens m'ont demandé, en fait. Moi, de moi-même, je ne pense pas que j'aurais eu l'idée, tu vois, pour moi, c'était abstrait, tu vois, du coaching à distance, mais comment on fait, qu'est-ce que veulent exactement les gens. Et je suis parti d'un postulat qu'on reprend à chaque projet qu'on lance avec Superphysique, à savoir qu'est-ce que j'aurais voulu avoir quand je débutais la musculation, tu vois, qu'est-ce que je voulais avoir comme suivi, qu'est-ce que j'aurais voulu que le coach fasse pour moi, que des trucs comme ça. Et donc, ça a bien fonctionné. Et après, sur les articles, progressivement, j'écrivais à l'époque, pareil, tu vois, c'était à 15 ans, tu écrivais un petit billet de blog de, je sais pas, 10 lignes. C'était l'article du siècle, quoi. Tu sais, c'était le truc.
Et déjà, j'en écrivais 3 par semaine, des petits trucs comme ça. Tu sais, un petit billet d'humeur sur un truc que j'avais vu ou quoi. Mhm. En plus, à l'époque, il n'y avait pas grand monde, tu sais. Et donc, moi, j'avais 18 ans, j'étais un peu fougueux. Et donc, je réagissais à des trucs, tu sais, je tapais et tout. Ceux qui sont là depuis longtemps doivent s'en souvenir, quoi. Et donc, ça marchait bien, tu vois. Comme ça, je me faisais connaître. Et vraiment, les articles, les vrais articles, bah, c'est arrivé avec Superphysique en 2009. Parce que là, on s'était vraiment donné la mission de démocratiser, entre guillemets, les bonnes connaissances, du moins notre expérience, pour les pratiquants naturels, parce qu'on s'était rendu compte que quand tu étais dopé, ça ne fonctionnait pas pareil, quoi. Tu voyais que tu appliquais les programmes Muscle and Fitness, ou il y avait déjà des vidéos de muscu à l'époque. Il y avait The Unbelievable de Coleman ou Blood and Guts de Dorian Yates. Et tu on regardait, on disait, ah, on va faire le même entraînement. Et nous, on voyait que, je sais pas, ça ne marchait pas, quoi, il ne se passait rien. Et donc, on a commencé comme ça. Mais et c'est drôle parce que tu vois, moi pareil, à l'école, je détestais écrire, quoi. Les dissertations, les trucs, même la lecture, je n'aimais pas du tout. J'arrivais pas à lire les bouquins qu'on nous filait au collège ou au lycée. Et par contre, en muscu, quand j'ai commencé à être passionné, j'ai lu tout ce que je pouvais, j'écrivais facilement, ça me venait vraiment facilement sans avoir rien à faire de particulier, quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Mais à l'époque, on parlait pas de création de contenu, tu vois. Aujourd'hui, on en parle parce que le marketing s'est vraiment démocratisé. Mais nous, on disait juste, j'écris un article. Et pendant 7 ou 8 ans de suite, le deal, c'était de faire un article par semaine qui devait sortir tous les dimanches sur Superphysique. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et ça a bien, en fait, comme je dis souvent, on me demande les secrets, mais en fait, j'étais là au bon moment avec les bonnes personnes. Et quand tu sortais un article, il était vu. Il n'y avait pas de je dois le promouvoir ou quoi. J'ai une anecdote qui me revient. Quand j'avais 14 ans, j'ai commencé la muscu. Un peu avant, j'étais chez mon grand-père tous les étés. Et tous les jours, je cherchais des nouveaux articles sur le net de muscu, tu sais. Et donc, il y avait plein de moteurs de recherche différents. Il y avait AltaVista, il y avait Copernic, il y avait Google, il y en avait plein, quoi. Et je passais sur tous, tu vois. Tous, j'avais musculation, etc. Et tous les jours, j'en trouvais aucun de nouveau, quoi. Mais rien. En une journée, tu avais tout, quoi. Tu avais tout vu. Vraiment. Et donc, en 2009, quand on sortait des articles, on était un peu pionniers, encore une fois, parce qu'il n'y avait personne. Et donc, quand on mettait un article, je ne sais pas, programme pectoraux pour, pour changer un peu, tout le monde faisait le programme pectoraux qu'on mettait, quoi. Tu vois, en plus, c'était tout le monde le faisait. Quand est-ce que tu as commencé à passer sur les médiums audio et vidéo? Les vidéos, on y est vite passé parce qu'en fait, il n'y avait personne qui le faisait. Et Fabrice m'a dit, bah, tiens, ce serait bien que tu fasses les articles en vidéo. Et je me souviens de la première vidéo qu'on a faite, il devait la faire avec moi. Tu vois, on était chez lui, on dit, ah, on l'a fait ensemble et tout. Et forcément, il s'est débiné. Et c'est moi qui avais, en 2009, j'avais quoi? J'avais 21 ans. Et là, j'étais transpirant, j'en pouvais plus. Ah, j'étais stressé. La vidéo est encore en ligne, elle était affreuse. C'était combien de répétitions faut-il faire? C'est sur la chaîne Superphysique, ou Team Superphysique sur YouTube. Mais franchement, elle était affreuse, quoi. On a mis la vidéo et puis elle a cartonné parce qu'il n'y avait que nous. Il n'y avait que nous. Mais elle était affreuse, quoi. Et ça a commencé comme ça. Et les podcasts, c'est arrivé, je crois, en 2010. Et on avait 3-4 podcasts un peu différents. On avait le podcast un peu Superphysique où je répondais aux questions des gens de manière, pas avec l'expérience que j'ai maintenant, et c'était très brouillon, voilà, ma manière de faire. On avait les podcasts avec Gundil, qui était plus sur l'actualité des professionnels, parce que lui, il adorait parler de l'actualité des pros, etc. C'était plus son truc que de répondre aux questions des gens. On faisait avec Christophe Cario, qui est toujours un bon copain, à qui j'ai souvent des nouvelles. Donc, c'était plus tout ce qui était prévention des blessures, guérison des blessures, etc. Et on faisait avec Julien, avec qui j'ai écrit mon premier livre papier, le guide de la musculation naturelle. Et là, c'était plus la diète, tu vois. Et on a fait ça pendant, je pense, 2 ans. Après, on a arrêté parce qu'on n'était pas content des chiffres sur les podcasts. Et malheureusement, on aurait dû continuer parce que, avec le recul, sur un podcast, tu vois, il n'y avait pas de repères. Pareil, à l'époque, il n'y avait pas de repères sur les podcasts, on ne savait pas. Moi, je me souviens que quand on faisait 2000 téléchargements sur un podcast, on était dégoûtés. On disait, ah non, c'est nul et tout. Tu sais, on disait, c'est nul. Parce que quand je faisais une vidéo, c'était tout de suite 20, 30, 40 000. Le site, à l'époque, pour donner des chiffres, il est vite monté à, je sais pas, 20 000 visites par jour, tu vois. Donc, quand on faisait un podcast à 2000 écoutes, on était dégoûtés. Alors, on forçait, après on arrêtait. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, si tu fais 2000 téléchargements sur un podcast, bah, tu dis, ah, c'est un bon chiffre, c'est bien. Ouais. Ouais, comment est-ce que ton approche a changé pour tout ce qui est du contenu, disons vidéo, pour se focaliser là-dessus? Qu'est-ce que tu faisais avant et comment est-ce que tu l'entrevois et tu l'entreprends maintenant? Je pense qu'avant, j'étais trop, comment on peut dire, pas assez naturel. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je me mettais trop la pression en fait pour une vidéo. Tu sais, je faisais une vidéo,
j'avais vraiment l'impression que c'était très, très important, que je jouais ma vie. Et j'avais beaucoup de mal à me mettre à la place des gens parce que j'avais 20 ans. Moi, ma vie, c'était de m'entraîner. J'avais certes des élèves à coacher, etc., à distance, mais ma vie, c'était de m'entraîner, de manger pour la muscu, de progresser. Puis à 20 ans, j'explosais, tu vois, c'était vraiment, c'est les meilleures périodes pour vraiment progresser, quoi. Et j'étais vraiment dans ce truc-là et j'arrivais pas à me mettre à la place des gens qui avaient des contraintes, qui avaient une vie de famille, qui avaient un boulot, qui avaient que 3 fois 1 heure pour s'entraîner par semaine. Et donc, des fois, je faisais des vidéos maladroites où je disais, bah voilà, si vous voulez progresser, voilà ce qu'il faut faire. Et tu vois, on me tombait dessus, je me disais, mais c'est pas possible, tu vois. Ça, j'avais pas, je pense, j'avais pas encore le recul que j'ai aujourd'hui sur l'intelligence sociale, sur l'intelligence émotionnelle. Et j'avais pas d'expérience, tu vois. 20 ans, j'ai lancé mon site de coaching en 2006. J'ai vraiment commencé à beaucoup bosser vers 2010-2011. Avant ça, ça marchait, mais c'était pas comme maintenant et comme à l'époque. Et donc, j'avais pas ce truc-là. Et c'était et pareil, je préparais. À l'époque, j'écrivais les vidéos. Donc, j'écrivais un article. Et ensuite, j'essayais de faire la vidéo de l'article en essayant de ne rien oublier. Donc, je répétais, c'était un peu mâché, quoi. C'était pas, ça faisait pas naturel. Et en fait, au fil des années, ce que je fais maintenant, c'est que bon, bah, maintenant, j'ai beaucoup d'expérience dans la création de contenu. Et j'ai fait pas mal de podcasts, j'en ai fait une tonne. C'est plus un format qui me correspond, justement. Et maintenant, je me prends plus la tête, en fait, pour une vidéo. J'essaye de parler et d'expliquer comme si j'expliquais à quelqu'un, en fait, dans la rue. J'avais lu un coup un excellent conseil pour ceux qui ont du mal à faire des vidéos, des podcasts. C'était tu mets une photo de quelqu'un que tu connais derrière la caméra et tu lui expliques à cette personne. Et tout de suite, si tu expliques à un ami, tu sais, tu es beaucoup plus naturel. Et donc, j'essaye de faire comme ça maintenant. Donc, et pourtant, tu vois, on est passé par plein d'étapes avec les vidéos. Au début, on faisait des vidéos, je recrachais l'article. Ensuite, on a essayé de faire des vidéos avec un montage vraiment de fou. Quand on a essayé des mecs qui faisaient des vidéos pro, etc. Mais c'était pas moi, tu vois, c'était difficile. Et maintenant, ça fait peut-être 2-3 ans que mes vidéos sont beaucoup plus naturelles. Euh, Après, je suis pas. J'ai voulu tomber à un moment aussi. J'ai failli faire l'erreur de tomber dans le piège du divertissement. Tu sais, un peu avec les vlogs, des trucs comme ça. Et je pense que les gens, ça marchait pas parce qu'ils voyaient que c'était faux. Que j'arrivais pas à vendre ma vie. J'y arrivais pas parce que pour moi, tu sais, on a tous une vie qui est un peu semblable. Tu sais, qu'est-ce que je vais me filmer derrière mon ordinateur? Moi, la plupart du temps, en fait, je suis derrière l'ordi ou en train de m'entraîner ou en train de m'étirer. Enfin, il n'y a rien de, tu sais, il y a rien d'exceptionnel, quoi. Pour moi, les seules personnes qui auraient le droit de montrer leur journée, c'est les champions, tu vois, parce que pour nous inspirer, voir qu'est-ce qu'ils font, etc. Mais sinon, les autres, tu vois, quand je vois plein de vlogs à la con, je dis merde, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Je comprends pas. Et maintenant, ouais, comme je disais, bah, je suis revenu un peu sur ce truc naturel où j'essaye d'expliquer et je réponds à des questions maintenant parce que je reçois pas mal de questions, tout simplement, naturellement, sans préparation. En fait, j'arrive et je parle de mon. Et c'est un peu brouillon parce que c'est ma manière de faire, mais j'essaie d'être naturel, comme si j'expliquais à quelqu'un dans la vraie vie. Et ça, je prends beaucoup plus de plaisir qu'à faire du montage, qu'à faire des trucs. Ouais, ce qui marcherait, parce qu'aujourd'hui, pareil sur YouTube, si tu veux avoir beaucoup de vues, on connaît la recette. Il faut que ce soit drôle, divertissant, il faut que ça fasse boum, 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 tu sais, dans tous les sens, quoi. Il faut que ça coupe, ça coupe. Et bah, à un moment, je crois que c'était confinement dernier, j'avais essayé de faire des vidéos un peu comme ça sur l'analyse de l'entraînement des professionnels du bodybuilding, mais ceux de ma génération en fait. Donc ceux d'il y a 15 ans, tu vois, que j'aimais bien, quoi. J'ai grandi avec ça. Et là, je passais vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour faire des vidéos. Ça me prenait entre 6 et 10 heures. Le temps d'écrire le script, d'enregistrer, de faire le montage, etc. Et oui, ça marchait mieux, mais en termes de vues, mais c'était beaucoup trop de travail pour le retour derrière qui finalement, quand tu es coach, si je peux me permettre un conseil à ceux qui sont coachs et qui se lancent, qui veulent nous écouter, c'est que mieux vaut être soi-même, j'ai envie de dire, de faire comme tu es, plutôt que d'essayer de coller aux standards qu'on essaye de nous imposer, parce que tu en as plein qui vont essayer de… Il y avait une phrase comme ça sur ne soyez pas la copie d'un autre ou je ne sais plus quoi, le truc est déjà pris, j'ai oublié la phrase exacte, mais ouais, en fait… aujourd'hui, c'est vraiment d'être naturel dans tout ce que je fais. Et même quand j'écris des articles, avant, c'était peut-être un peu plus scolaire. Et maintenant, j'essaye beaucoup d'y mettre du mien, de retranscrire mon expérience. Parce qu'au final, je ne sais pas si c'est ce qui marche. Pour moi, ça fait tellement longtemps que je suis là que c'est difficile à dire. Mais je prends beaucoup plus de plaisir à faire ça qu'à essayer de faire un truc très scolaire où en fait, c'est pas moi, quoi. Et je me suis forcé beaucoup parce que je pensais, à tort encore une fois, que les gens étaient aussi passionnés que moi et qu'ils voulaient tous les détails possibles tu vois,
pour comprendre le truc. Et en fait, ça, c'est une minorité de personnes. C'est surtout les personnes que d'interviews dans les podcasts. Ouais, ouais, exactement. Et donc là, dans ce format-là, tu peux aller un petit peu plus loin. Mais comme tu as dit, quand tu parles à monsieur, madame, tout le monde, ou les gens qui sont intéressés à entendre ce que tu as à dire, comme tu l'as dit, d'y aller au naturel et puis pas de prendre le chou. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, ça prend énormément de temps pour faire de la post-prod en vidéo. Je veux dire, moi, je m'y suis essayé 2, 3 fois et j'ai très, très vite abandonné. Je veux dire, le podcast, je le fais parce que j'adore ça et j'adore tout ce qui est derrière aussi. Maintenant, j'ai un système, je suis rodé, ça va. Mais tout ce qui est des grosses productions vidéo, je te dis, j'ai fait un montage d'un vlog une fois et j'ai dit plus jamais, plus jamais. Ça ne m'intéresse pas. Alors maintenant, je prends mon téléphone et quand je suis en train de marcher entre 2 clients, je prends une petite vidéo de 10 minutes, c'est ma pensée du jour et je la poste telle qu'elle. Et les gens, ils apprécient parce que, comme tu as dit, c'est vrai. Et en plus, tu ne te prends pas le chou quoi, avec la préparation. Ouais, ben non, mais moi, je suis exactement ce truc-là. Là, j'hésite justement pour mes podcasts Leadercast à faire des trucs un peu comme ça parce que là, je les prépare un petit peu et j'aimerais peut-être faire un truc un peu plus naturel de 10-15 minutes, mais plusieurs fois par semaine. Je me pose la question, mais c'est vrai que le montage, ça s'apprend, hein, mais ça prend un temps fou. Et finalement, pour ce qu'on souhaite faire en tant que… On n'est pas des clowns. Tu vois, tu vois, on n'est pas des clowns. On est des passionnés de sport. Tu vois, on veut aider les gens à progresser. On veut s'entraîner, on veut progresser aussi. Et on n'est pas là pour, même si on a envie de donner le sourire et tout, de se transmettre des bonnes ondes. C'est pas notre boulot de faire de l'audiovisuel, tu vois. Mhm. Mais il y en a plein maintenant, ils font des montages de fou. Je regarde des fois, je dis putain, mais c'est incroyable. Mais moi, c'est pas mon truc. Moi, je préfère passer du temps. Tu vois, là, j'ai acheté la Bible des préférences motrices. Ouais. Je sais pas si ça te parle comme bouquin là. Ça vient de sortir, donc c'est un gros pavé. Je préfère ne pas faire de montage, mettre la vidéo comme ça et lire le bouquin plutôt que de passer 5 heures sur le montage et ne pas lire le bouquin, quoi. Parce que je sais que derrière, je vais pouvoir retranscrire plus de choses. Mais après, voilà, ça s'adresse à une catégorie de personnes bien particulière. C'est sûr que c'est pas people, quoi. Mais bon, finalement, c'est pas très important. Et ça, c'est une erreur qu'on fait, tu vois, que j'ai fait beaucoup. Je voulais plus de vues, je voulais plus d'abonnés, je voulais plus de tout. Et en fait, c'est une grosse connerie, quoi. C'est une grosse connerie parce qu'en fait, ça n'a pas de fin. C'est une course sans fin. Et avec ça, bah, tu es malheureux parce qu'en fait, tu dis qu'il n'y a jamais assez de vues et jamais assez de ça. Maintenant, je regarde même plus les stats des vidéos. Je mets ce que j'ai envie de transmettre, de partager. Mhm. Ça marche pas, c'est pas très grave, en fait. Et au final, c'est comme dans tout un petit peu, c'est le process qui compte. C'est ce que tu fais pendant que tu le fais. C'est pas toujours la carotte que tu croyais être la carotte que tu voulais aller chercher. C'est pas toujours ça qui va te rendre heureux. Et très très souvent, en fait, tu te rends compte quand tu y arrives que c'est pas ça qui te drive chaque jour, mais c'est simplement de le faire chaque jour, d'avoir quelque chose vers lequel tendre et réaliser qu'une fois que tu es arrivé à destination, et ben tu vas très très rapidement retrouver une nouvelle destination vers laquelle te déplacer parce que c'est ça en fait qu'on recherche. C'est pas la finalité, c'est la route qu'on prend pour y arriver. Ouais, ouais, c'est de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Tu vois, on parle beaucoup aujourd'hui d'intention, d'être dans l'instant présent, d'être un peu dans le flow. Et c'est un peu ça, en fait. C'est d'être dans ce que tu fais. Et quand tu fais un truc qui ne te plaît pas, tu n'arrives pas à être dedans, quoi. Et ça se sent, ça se voit, ça se ressent. Et donc, finalement, à terme, c'est pas tenable, en fait. Parce que tu ne peux pas jouer un rôle si ton ambition, c'est de vivre de ce que tu fais, de ta passion, etc. Tu ne peux pas jouer un rôle pendant 10 ans, quoi. Tu peux peut-être jouer un rôle pendant 1, 2, 3 ans, mais à un moment, tu vas redevenir toi-même, ou alors tu vas changer complètement de secteur, mais tu peux pas jouer l'acteur. Tiens, je pense, tu peux pas jouer l'acteur à l'infini, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Comme tu es quelqu'un qui a passé ces dernières décennies, on va presque dire, sur les réseaux, tu peux nous faire un petit état des lieux des réseaux sociaux à l'heure actuelle? Comment tu les vois? Comment tu les perçois par rapport à ce que tu as peut-être vu dans le passé? Ces choses changent très très vite et ce n'est pas un écosystème qui est toujours facile à naviguer, surtout pour les gens qui ne sont peut-être pas friands de technologie de manière générale. Donc, comment est-ce que toi, tu vois les réseaux de manière générale aujourd'hui et comment les aborder? Mais c'est une bonne question. Comme je disais, moi j'ai commencé, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'était les forums de muscu. Il y avait que des forums en fait différents. On va dire, il y avait muscu, il y avait les forums informatiques. Donc en fait, c'était à chaque fois des réservoirs, on va dire, de passionnés, tu vois. C'était les passionnés qui avaient sur les forums. Et ensuite, les réseaux sociaux sont arrivés, je me souviens de Facebook. Donc, au début, on avait tous une page personnelle, les pages n'existaient pas. Donc à la fin, tu avais 5000 amis, puis c'était bloqué. Après, tu as Instagram qui est arrivé. Après, aujourd'hui, ce qu'on voit avec les réseaux, pour moi, c'est que si tu souhaites vivre de ta passion, les réseaux sont possiblement une solution pour certains. Je vois toi qui fais beaucoup de trucs sur les réseaux, je vois Kevin qui fait beaucoup de trucs sur les réseaux, je vois Fred, que j'espère que tu vas bientôt avoir en podcast. C'est Fred Cox, prévu, c'est prévu. voilà.
qui fait beaucoup de choses sur les réseaux. Mon pote Clément, que tu as interviewé aussi en force athlétique, fait beaucoup de choses sur les réseaux. On voit que auparavant, dans ma génération, entre guillemets, même si on a fait le même âge, ma génération, c'était tu as un site internet, tu fais un site et tu fais des articles dessus. C'était ça la base. Aujourd'hui, le référencement, c'est quelque chose de compliqué. On va peut-être pas rentrer en détail aujourd'hui, mais c'est compliqué. Et donc, c'est bien d'avoir un site vitrine pour proposer tes services, on va dire. Peut-être pas de passer du temps à écrire des articles parce que ça va demander du temps et il faut un sacré temps. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, si tu le prends vraiment comme un travail et que tu partages beaucoup de choses que tu fais, tu es toujours dans cette optique positive, tu fais du contenu de qualité, on va dire, en étant toi-même, en étant précis dans ce que tu souhaites développer, comme toi, sur le Moxie, sur l'oxygénation, comme tu fais, bah, en fait, je pense que tu peux vraiment vivre des réseaux. En fait, on voit bien qu'avec Instagram aujourd'hui, moi, j'ai des gars que je connais, ils arrivent à vivre d'Instagram. Alors, ils ne vivent pas de l'influence d'Instagram, hein. Ils ne sont pas sponsorisés, ils font pas des danses orientales ou je ne sais pas quoi. Mais ils proposent leurs services en privé et donc, ils proposent leurs services en privé et ça marche en fait. Et donc, on voit que on a perdu, entre guillemets, et c'est ça dans l'évolution des réseaux, c'est qu'au début, c'était un truc personnel. C'était, tu rajoutais tes amis d'enfance, du collège, moi c'est ce que j'avais fait, ou du lycée, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tu vois, tu regardais, ah, elle s'est mariée, lui, il a changé de pays, voilà. Et progressivement, les réseaux sont devenus, on va dire, professionnels. Je pense qu'il y a très peu de personnes aujourd'hui qui les utilisent, il doit y en avoir encore, mais il y en a très peu qui les utilisent juste pour le personnel. Du moins, moi, là où je suis abonné, c'est que des gens qui sont pros en fait, dans leur domaine, qui partagent ce qu'ils font. Et on voit, aujourd'hui, c'est Instagram qui a pas mal la cote. La dernière fois, je parlais avec une agence de com. Il me parlait de TikTok. Et il y a un type, pareil, dans le coaching qui a réussi à exploser dessus, qui vend des programmes sur son site. On peut voir aujourd'hui qu'avec les réseaux, tu peux vraiment vivre de ton truc. Mais moi, c'est quelque chose, j'ai du mal parce que même si j'ai grandi avec, moi, je suis plus dans le truc article, tu vois. Moi, j'aime bien lire un long article. J'aime bien creuser un contenu. Pareil, les vidéos, tu vois, mais j'ai beaucoup de mal avec les vidéos. J'écoute beaucoup de podcasts et qu'au lieu de regarder tes podcasts, je les écoute. Donc, tu vois, mais je suis plus là-dessus et j'ai du mal et c'est pour ça que je n'arrive pas à partager comme certains font. Comme toi, tu fais super bien, quoi. Plein de stories. Toi, tu n'arrêtes pas ou Kevin, il n'arrête pas et tout. Moi, j'y arrive pas en fait parce que c'est pas ma nature en fait. Moi, je préfère prendre du temps pour écrire un long truc ou faire un long contenu. Et c'est comme les podcasts, tu vois, si ça dure 15 minutes, je l'écoute pas en fait. Je dis c'est trop court. Tu vois, je suis plus un adepte des longs formats. Mais ouais, aujourd'hui, après Facebook, ça, c'est un peu tombé en désuétude. Facebook, c'est surtout utilisé pour la publicité maintenant. D'un point de vue professionnel, c'est plus pour bien cibler les gens, même s'il y a peut-être des réformes, des changements qui vont se faire prochainement. Mais c'est plus pour cibler les gens, pour les amener à te découvrir ou à voir ce que tu proposes. Donc, c'est plus utilisé pour ça. YouTube, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est un sacré travail pour monter, à moins que tu aies une thématique particulière. Hein. Mais si tu veux faire un truc très pro, ça va nécessiter des heures de montage. Tu ne peux pas arriver comme ça, faire une petite vidéo, puis espérer avoir des centaines de milliers d'abonnés. Tiens, peut-être, hein, mais j'ai du mal à y croire. Je ne l'ai pas vu. Mais pareil, tu peux avoir beaucoup d'audience et après proposer tes services. Mais il ne faut pas se tromper, comme je disais tout à l'heure, sur les indicateurs. Le but, ce n'est pas d'avoir le plus d'abonnés, ce n'est pas d'avoir le plus de vues, c'est d'avoir les bonnes vues et les bons abonnés. Et pareil sur Insta, parce que moi, si demain tu me dis je veux 50 000 abonnés sur Insta, mais je vais te dire comment faire. Je te coach, je te dis tiens, on fait ça, 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 ça. Mais c'est pas dit que tu aies plus d'élèves derrière. Je n'ai pas dit, mais tu auras tes 50 000 abonnés. C'est pas très compliqué. On sait comment ça marche. On comprend bien. Et pareil sur YouTube, on sait. Mais c'est pas. Pour ça, il faut bien différencier ce que tu fais. Moi, j'ai du mal avec les réseaux sociaux. On a l'impression que j'y suis beaucoup, mais en fait, j'y suis 5 minutes par jour. Donc, c'est vraiment un truc. Plus le temps passe et moins j'arrive à y être parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai rien à partager. Ou alors, je l'ai tellement partagé, tu vois, comme ça fait 15 ans que j'écris des articles et que presque, ça fait quoi, 12 ans que je fais des vidéos. Tu sais, j'ai l'impression de me répéter, d'être en boucle. Donc, j'ai du mal. J'ai du mal à toujours dire. Je suis moins motivé. Tu sais, quand tu débutes une activité, toi, ça fait pas longtemps, tu vois, tu fais des podcasts et tout, donc tu dois être archi motivé, tu es là, tu es à fond. Moi, en fait, c'est redondant, tu vois, je suis là, ça tourne en boucle, même si des fois j'essaie d'apporter une petite nouveauté ou un truc, ça tourne en boucle, et donc ça m'excite pas, quoi. Je suis là, je suis plus excité, par écouter ton podcast, je vois que tu sors un truc, ou Fred, ou Kevin, ou Clément met un truc, parce que eux, ça fait pas longtemps qu'ils font du contenu, et donc c'est frais. Moi, vu toute la masse d'informations qu'il y a, pour certaines personnes, ça peut être très frais. Se dire, ah putain, ouais, effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne, je comprenais pas, nanana.
Mais pour moi qui le produis, j'ai déjà expliqué 50, 100 fois, peut-être 1000 fois même, tu vois. Donc, c'est un peu dur pour moi les réseaux sociaux, c'est un peu dur. Mais ma stratégie, en tout cas, c'est d'être présent un peu partout parce que je pense qu'en étant partout, c'est un truc qui me protège justement des changements d'algorithme. Ouais, et pour revenir à ce que tu disais avant, il faut faire ce qui te correspond. Et donc, si toi, ça te correspond de faire des articles et de ne pas faire des gros montages vidéo, etc., et tu vois, de plus faire des contenus audio, ça, je pense que c'est peut-être un message qui est important pour les coachs qui écoutent et qui ne sont pas trop sûrs comment aborder ces réseaux sociaux. Je pense qu'une chose que tu as ramené aussi, l'aspect communauté, l'aspect communiquer avec les gens, je veux dire, je, je m'efforce tous les commentaires que je reçois, le peu de commentaires que je reçois, bien sûr, mais les quelques commentaires que je reçois sur YouTube, je réponds toujours. Les gens qui me rajoutent, j'essaie toujours de leur envoyer un petit message si j'ai le temps pour leur dire merci et leur demander si je peux faire quelque chose pour les aider. Et je trouve que c'est, comme tu l'as dit, ramener cet aspect humain et de communauté et de communication, ça rend quand même les réseaux un petit peu plus agréables à utiliser par rapport à juste les voir comme une façon de gagner de l'argent, une façon d'avoir, comme tu as dit, plus d'abonnés, plus de chiffres, etc. Je pense que si on ramène l'aspect humain au centre, peut-être qu'on pourra mieux les utiliser et en tirer plus aussi, c'est clair. Non, mais tu as tout à fait raison. En fait, moi, je suis tout à fait pour placer l'humain au centre du truc. Mais c'est vrai que parfois, on se perd sur les chiffres. En fait, on se perd sur le truc. Tu vois, c'est facile de tomber dedans. Moi, je suis tombé dedans plein de fois. On voit ce qu'il faut faire pour grimper et tout. Mais c'est vrai que si tu mets l'aspect humain, c'est tout de suite beaucoup plus enrichissant. Et on retrouve, pour ce pourquoi les réseaux sociaux ont été faits à la base, nous rapprocher malgré la distance. Et là, parfois, on a l'impression que ça nous éloigne parce que ceux qui ont beaucoup d'abonnés, qu'on nous propose sans arrêt, c'est des mecs qui proposent une fausse vie ou des filles qui proposent une fausse vie qui n'existe pas en fait. Tu vois un truc, ça n'existe pas. Moi, je vois des gens, des fois, ils font des vlogs. Franchement, je vis pas avec eux, mais tu vois, je les connais un peu. Des fois, je les vois et tout. C'est pas du tout leur vie, tu vois. C'est pas ça leur vie. En fait, ils sont dans le noir avec leurs écouteurs, avec leurs casques, en train de faire le montage vidéo. C'est ça leur vraie vie, tu vois. Ouais. Et, mais c'est vrai que pour ça, à un moment, ils parlaient peut-être sur les réseaux d'enlever les likes, les trucs comme ça. Et je pense que ce serait une bonne idée, en fait, même d'enlever le compteur de vues, tout ça. Parce que tout de suite, ça me permettrait de relativiser et ce serait peut-être plus humain, tu vois. Ça redeviendrait quelque chose d'honnête. Alors que là, moi, je sens la malhonnêteté à chaque fois. Je vois le truc, je dis putain, mais c'est faux complet, quoi. Mais bon. Ouais, je passe pas souvent des coups de gueule, mais un que j'ai à passer, parce que ça m'est arrivé pas mal récemment, c'est les gens qui t'envoient un message en DM pour essayer de te vendre un truc, mais genre de but en blanc, sans te dire bonjour, sans te quoi que ce soit. Tu vois, ouais, je veux bien, on a une conversation, on échange, etc. Et derrière, tu as peut-être quelque chose qui peut m'intéresser, on peut en discuter, mais le truc d'envoyer un message direct à quelqu'un pour essayer de lui vendre quelque chose alors que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, moi, ça me sidère encore, ça me sidère. Ouais, ça s'y dit parce que ouais, t'es resté dans le truc. Moi, tu sais, au fil des années, on m'a écrit pour me proposer des trucs de fou, quoi. Genre, des fois, on voulait que je vende des bracelets en bois, tu vois. Des trucs comme ça. Il me dit oui, on va te sponsoriser, on propose des bracelets en bois ou même des monstres, de la camelote, quoi, des trucs. T'excuses, donc tu vois, mais là, vraiment de la camelote, des trucs à 2 balles, quoi, vraiment. Ou je sais pas, ouais, des colliers, des bracelets. Des fois, on me contacte pour des t-shirts, tu vois, des vêtements. Puis je regarde, je dis, mais si en fait, les gars, ils ne suivent pas le truc. La vente, en fait, moi, je pense qu'il y a un problème avec l'appréhension, je sais pas comment on peut dire, la compréhension de la vente, du moins dans notre milieu, c'est que tu n'es pas vendeur, en fait. Moi, je ne suis pas vendeur, je ne suis pas là pour vendre du coaching à quelqu'un. Je ne suis pas là pour aller le démarcher, je ne suis pas là pour lui dire, tiens, tu as besoin du coaching. Moi, je suis là, je fais mes trucs pour essayer d'améliorer, entre guillemets, les choses de mon point de vue. Et si ça t'intéresse ce que je fais, bah, tu peux aller voir ce que je propose. Voilà, mais c'est toi qui vas venir vers moi, c'est pas moi qui vais venir te chercher. C'est ça l'inverse. Moi, je propose, entre guillemets, tu lis un article, et puis forcément, à la fin de l'article, tu es sur le site, donc tu vas voir ce que je fais, mais c'est tout, en fait. Et je suis certainement pas là pour te dire achète ci, achète ça. Ça, c'est une erreur fondamentale. Et justement, là, on est très loin du côté humain et on est très loin de la bonne vente, en fait. Là, pour moi, on est à l'opposé du truc. Et je pense que ça ne peut pas fonctionner à terme. Tu vas juste avoir une sale réputation et voilà, et ça ne va pas marcher. Et pour ça, la distinction, c'est vente-proposition. Tu proposes, tu ne vends pas. Et c'est sûr qu'en DM, moi, je reçois des trucs, mais des fois tu as des types, je ne sais pas si tu reçois ça, qui te disent oui, contacte-moi vite, j'ai un truc pour toi qui peut te faire gagner beaucoup d'argent. Tu dis, putain, mais qu'est-ce qu'il me raconte, le gars? Tu dis, mais t'as pas compris, t'as pas compris. Mais t'en as plein des comme ça. Tu sais, à un moment, je vais pas citer de marque, mais t'en as qui vendaient une sorte de marque de compléments alimentaires un peu foireuse, là.
Et il démarchait à fond, à fond, à fond. Oui, il rentre dans mon équipe, j'ai une opportunité de business et tout. Et moi, des fois, c'est ça qui est fou. J'ai des gens qui m'écrivent pour des marques de compléments sans savoir que j'ai ma propre marque de compléments. Oui, j'aimerais faire un partenariat avec toi, nanana. Et je réponds même pas parce que ça veut dire que le gars, en fait, il écrit à tout le monde et il n'a pas regardé. Pour moi, quand je propose un partenariat à quelqu'un, et j'en fais pas souvent, hein, mais je regarde bien ce que fait la personne parce que je vais associer mon image à cette personne. Mmh. Elle va être, tout à l'heure, on parlait de délégation un peu avant le podcast, mais c'est un peu ça, c'est je vais associer la personne à ce que moi j'ai fait depuis 15 ou 20 ans, donc il faut qu'on soit raccord, etc. Et donc je sais qui est la personne, je peux pas. Pour ça, quand tu reçois une offre, un truc comme il y a une offre, une escroquerie, et ben la personne n'a rien compris, quoi. Elle n'a rien compris au truc, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Mais Ouais, ouais, des fois, j'ai des types comme ça qui me contactent et qui me posent des trucs, je dis mais le mec ne sait pas ce que je fais, en fait. Tu sais, il est là, il se dit j'ai vu la lumière, j'ai vu le nombre d'abonnés, voilà. Mais parce qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui doivent dire oui, tu vois. Il y en a beaucoup qui doivent dire oui, oui, moi je vends des bracelets. C'est la but de bracelets en bois. Pas de souci. J'ai touché 5% pour chaque bracelet à 12 euros. C'est super. faut en bouger du bracelet. Hein. Ouais, mais c'est ça. Et puis en plus, c'est prendre les gens pour des cons, tu vois. Ouais. Ça, c'est vraiment. Moi, je pense que tu peux pas prendre dans une relation vraiment humaine, tu peux pas prendre les gens pour des cons. Parce qu'à un moment, ils s'en rendent compte. Ils disent mais attends, il me prend pour une truffe, le gars. Tu vois, ça ne marche pas. Et même moi, moralement, je ne peux pas. Mais il y en a certains qui arrivent. On voit, il y en a qui arrivent à prendre les gens pour des cons. Tu vois, c'est toujours la parodie des fitness girls un peu sur Instagram, quoi. C'est ça, la parodie. Oui, vous m'avez beaucoup demandé, sauter détox, j'ai négocié une promotion exceptionnelle pour vous, ça dure 2 jours, vous avez moins 2,5%, dépêchez-vous, nanana. Alors que tu parles de la détox, tout ça, c'est conneries. Et en plus, personne n'a demandé ton thé détox, oui. Mais tu ferais mieux juste boire un thé vert basique et voilà, ça irait très bien. Mais tu vois, souvent, on voit ces caricatures-là et elles sont vraies. Moi, je le vois, des fois, vous m'avez demandé ces super boucles d'oreilles, cette super montre. Vous m'avez demandé où j'avais acheté ma brassière. Mais bien sûr, tout le monde s'en fout de ta brassière. Tout le monde s'en fout. Tu nous fais chier avec ta brassière. Nous, on veut que tu montes des perfs de muscu, car on veut montrer des trucs positifs, quoi. Pas des trucs gnangnan, quoi. Ouais, j'avais entendu un truc qui a vachement résonné avec moi. C'est en gros, tu as l'idée du marketing qui est vraiment de mettre en avant la marque, la réputation et tu as la vente. Et à chaque fois que tu vends, à chaque fois que tu essaies de pousser quelque chose sur quelqu'un, tu perds en marque en fait. Et donc, j'ai un peu pris l'approche inverse, c'est-à-dire que je fais que entre guillemets, du vrai marketing, donc de la création de contenu avec un objectif de faire grandir la marque Upside Strength et tout ce que ça englobe. Mais très, très, très rarement, je me retrouve à essayer de vendre un truc à quelqu'un parce qu'au final, je sais que je vais y perdre. Parce que moi, je le vois, et tu le sais, si tu penses un petit peu, tu regardes tes réseaux, quand tu vois des gens qui font que te mettre 3 phrases et puis dessous, achète mon programme, achète mon programme, achète mon programme. Code promo, attention. D'ailleurs, le code promo pour ce podcast, c'est Upside et tu peux avoir 5% sur le Moxie. Donc, si tu es intéressé. Non, mais là, on parle d'un truc sérieux. Tu vois, le Moxie, c'est pas le Pékin moyen qui va aller acheter ça. On parle d'un truc sérieux. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'en fait, mon analyse, c'est que tu peux pas convaincre les gens. Si quelqu'un dit blanc, il choisira jamais, il va pas choisir le noir parce que tu lui dis de choisir le noir, quoi. Et là, tu rentres en conflit avec la personne parce que souvent, quand on prend pas trop de recul, on a l'impression que si quelqu'un dit blanc et toi tu dis noir, tu es en opposition, tu n'es pas d'accord, tu es ennemi. Tu vois, sur les réseaux, ça a été beaucoup ça pendant longtemps. Moi, je suis sorti un peu de tout ça, mais c'était un peu ça. Quelqu'un dit blanc, toi tu dis noir, on est ennemi, on doit se taper dessus. Et comment tu abordes ces situations-là quand les gens, quand il y a peut-être des gens qui parlent mal de toi, etc. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu réponds? Est-ce que tu prends ça en considération avec tout ton vécu et ton expérience? Comment est-ce que tu abordes ces situations maintenant? On va appeler ça la section les conflits en ligne. Quand j'avais 20 ans, je rentrais dans le type. Je le massacrais. Je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps me connaissent. Moi, je suis assez chambreur et tout. Et je peux écrire vraiment de manière, je sais pas comment on peut dire, très, très forte. Enfin, assez. Je peux rabaisser facilement. Parce que c'est ma nature, entre guillemets, de chambrer, etc. Et de trouver un peu les failles. J'ai grandi comme ça. J'ai un peu été éduqué comme ça. Donc, c'est facile. Et donc, quand j'avais 20 ans ou 22 ans et qu'on m'attaquait, je répliquais jusqu'au bout. Quoi. Là, vraiment. Et au fil des années, en fait, je me suis un peu lassé de tout ça. Tu vois, il y a une évolution un peu. J'ai vieilli, quoi. Peut-être la sagesse, on va dire ça comme ça. Mais j'ai vieilli.
Et en fait, aujourd'hui, je dis plus rien. Je dis, bah, tant mieux. Je dis, de toute façon, les choses sont très claires. Si un mec me critique et que les gens en dessous de la vidéo ou du post ou de l'article, quoi, sont contents, disent, ah oui, t'as raison, nanana. Donc ça, c'est des gens que je n'aurais jamais pu aider. C'est des gens, en fait, qui ne m'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi, ils ne me connaissent pas, mais ils ne m'aiment pas. C'est comme ça. Bah, c'est pas grave. Je me dis, c'est moi, de toute façon, je ne suis pas là, encore une fois, pour convaincre des gens de m'aimer ou de me suivre. Moi, je fais quelque chose pour essayer d'aider les gens qui veulent être aidés. Celui qui ne veut pas de mon aide et qui estime peut-être que mon aide, voilà, elle ne lui plaît pas, bah, tant pis pour lui. Voilà, en fait, ça me fait ni chaud ni froid aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, je rentrais dedans. Franchement, je tapais comme un malade. Je pouvais faire des vidéos-réponses, trucs comme ça que j'ai supprimé depuis, parce que ça ne servait à rien. Mais ouais, j'étais un peu fougueux, tu vois, comme je disais tout à l'heure, j'étais vraiment fougueux. Et maintenant, en fait, ça glisse. Je me dis, bon, bah, tant pis, en fait, tu vois. Un coup, j'avais fait un podcast, tu vois, sur Teddy Riner, sur l'exemple de Teddy Riner dans un documentaire. Et je voulais parler d'exemplarité. Et je trouvais que dans ce documentaire-là, tu vois, il ne montrait pas trop l'exemple au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie, de l'entraînement. Et donc, je me servais du documentaire pour expliquer que pour moi, l'exemplarité était hyper importante, sachant que Leadercast, c'est un podcast justement où j'essaie de transmettre des valeurs de leadership, de prendre sa vie en main, pas forcément d'être leader sur les autres, mais par rapport à d'être leader de sa propre vie, sachant qu'on essaye toujours de nous manipuler, on va dire, de nous emmener quelque part. Voilà, c'est un peu le but. Et je dis, voilà, il faut montrer l'exemple. Si vous êtes coach, si vous souhaitez proposer quelque chose, il faut montrer l'exemple de ce que vous proposez en fait. Donc, si on parle de muscu, bah, faut que tu sois en bonne forme physique. Si tu veux coacher au rameur, il faut que tu aies des bons temps au rameur. Tu vois, si tu fais 8 minutes au 2000, tu n'es pas coach au rameur. Voilà, il n'y a pas de débat. Tu n'es pas coach au rameur. Et donc, j'avais fait un truc comme ça. Et le podcast avait fait un tollé, tu vois. Et j'avais pas. Tu vois, ceux qui me suivaient habituellement étaient d'accord avec moi, tu vois. Forcément, ils disaient, bah ouais, c'est vrai, on a vu le documentaire, on est un peu déçus. D'autres personnes me découvraient grâce à ça, disaient, ouais, t'as raison, nanana. Et puis, tu avais un type qui avait fait une vidéo contre moi. La vidéo, elle fait 100 000 vues. En disant, oui, c'est inadmissible, etc. Et le mec, je sais pas ce qu'il avait fait, tu vois, je regarde pas tout ça, mais et je voyais dessous, les gens étaient super contents. Oui, c'est inadmissible, il a critiqué Teddy Riner, etc. Et je critique pas vraiment Teddy Riner, mais je critique. Je me sers de ça pour essayer de transmettre quelque chose. Et donc, j'étais surpris parce que le podcast, il avait fait, je crois, 3000 téléchargements, donc ce qui était bien, mais moi, mes chiffres habituels, c'était 2000, tu vois, un truc du style. Elle a fait 1000 de plus et la vidéo, elle a fait 100 000 vues. Et je m'étais dit, et bon, ça fait un moment que j'avais compris ce truc-là, mais en fait, quand tu critiques les autres aujourd'hui, ce qu'on appelle les dramas un peu sur le net, ça marche beaucoup mieux que quand tu essaies d'élever le niveau, tu vois. Et tu as des gars, des fois, je vois une tag et tout sur Teddy Riner, parce que depuis, le mec, il a vu que ça, il n'était pas en forme grâce à ça, etc. Donc, il s'est repris vraiment en main. Il a gagné, je ne sais plus quel tournoi. Il montrait les fois ses Tupperware, etc. Donc, tu vois, j'étais super content, quoi. Je disais, putain, bah, génial et tout. Il remonte exemple, il avait une petite, comme tout le monde, il avait une petite mauvaise passe, quoi. Mais donc, ça m'était servi de ça pour faire mon podcast. J'aime bien trouver des exemples. Et tu as des gars, des fois, ils me disent, ah, t'as vu, nanana. Et je dis, bah, c'est super, tu vois, moi, je suis content. Mais ouais, moi, ça me passe, en fait, parce que encore une fois, comme j'étais tout seul, tu vois, sur le net, pendant longtemps, il n'y avait que moi qui faisais du contenu ou presque, bah forcément, des haters, j'en avais plein, mais plein. Il y a des types, tous les 2-3 ans, ça changeait. Il y avait des types, des fois, sous les commentaires des artistes super qui disaient, oui, au salon, on va te casser la gueule, etc. Et forcément, quand j'allais au salon, il n'y avait personne. Tu vois, il n'y avait absolument personne qui osait, même si je ne fais pas de sport de combat ou quoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis 1m95, 100 kg. Donc, les mecs, quand ils arrivent, ils se disent, ah, tu vois, et souvent, c'est ça aussi, c'est que le net donne des couilles, donne de l'assurance à beaucoup de personnes. Et dans la vraie vie, tu vois, il y avait un truc comme ça, pareil, dans le milieu du CrossFit. Je pourrais raconter ça. Donc, moi, je faisais du contenu. On avait été avec El Sabre, qui a une page sur Facebook, qui était sur les forums Superphysique à l'époque. On a été, je crois, en 2011 à CrossFit Bruxelles. Parce que c'était une des seules salles en Europe à l'époque. Et on avait été faire une séance, tout le forum, on était quoi, une trentaine peut-être, tu vois, on avait été. Et à partir de là, j'avais entrepris un peu de creuser un peu le CrossFit. Donc, j'avais interviewé Yves Pat, qui bosse beaucoup pour CrossFit. Donc, j'avais interviewé en posant des questions, pas avec le recul d'aujourd'hui, mais des questions un peu dures, tu vois, pour vraiment remettre en question le truc. Et après, un an ou deux après, il y a des types qui avaient ouvert des box en France, comme Marvin à Montpellier, comme il y avait Guillaume Guillou qui avait sa salle aussi, etc. Et donc, les gars, me critiquaient. Parce que, je sais plus, j'avais posté un truc et j'ai dit, il n'y a pas de souci, parce que je connaissais le net déjà, c'était peut-être 2014 ou 2015. J'ai dit, écoutez les gars, moi j'arrive tout de suite. J'ai dit, on va faire un truc ensemble, on va faire une vidéo, on va se rencontrer, on fait une interview. Et donc, j'avais interviewé, je crois que c'est toujours sur ma chaîne YouTube, j'avais interviewé Marvin Noche, qui avait sa salle à Montpellier, qui maintenant fait un peu le tour du monde là. Donc, ça s'était super bien passé, tu vois, j'étais arrivé,
Et forcément, les mecs derrière le net, ouais, limite, ils m'insultaient. Après, il n'y avait plus personne. J'avais interviewé Johan Gigor, j'avais interviewé Framboise là-bas. Pareil, qui a une master, qui a fait des CrossFit Games. J'avais interviewé son coach aussi. Et donc, en fait, finalement, tout ça pour dire que quand tu rencontres les gens dans la vraie vie, il n'y a plus de conflit, en fait. Parce qu'il y a un truc qui passe dans la vraie vie, une sorte d'humanité. Et souvent, j'essaie de me rappeler ça, que le gars qui est derrière l'écran est énervé, m'insulte ou quoi, en fait, c'est lui qui a un problème. Moi, je ne le connais pas, le gars, je ne sais pas pourquoi. Et je sais que dans la vraie vie, s'il était à côté de moi, jamais il s'énerverait, le gars. Jamais il oserait déjà de base s'énerver. Parce qu'il serait là, il dirait tu sais, il y a l'humanité en vrai. Et c'est pour ça que je regrette un peu l'ancien temps, on va dire, parce qu'à mon époque, quand j'ai commencé la muscu, sur les forums internet, quand tu organisais une rencontre, tu avais 50 personnes qui venaient, quoi. Vraiment, tu avais du monde. Et il n'y avait pas grand monde sur les forums, hein. Mais tout le monde venait au repas, tout le monde venait s'entraîner. C'était fou. Et aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal à se déplacer. J'ai l'impression que c'est devenu très, très difficile parce qu'ils ont l'impression que quand ils te voient sur le net ou quoi, c'est pareil que la vraie vie. Et pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est pour ça qu'à un moment, on avait organisé des compétitions avec un site clubsuperphysique.org. Et je disais aux gens, venez, vous allez voir, le réel, ce n'est pas le virtuel, c'est complètement différent. Parce que sur le net, tu peux te faire une fausse image des gens parce qu'ils sont peut-être énervés, ils sont levés du mauvais pied, tu vois, comme ces types du CrossFit à l'époque. Et puis quand je suis arrivé, ils se sont dit, ah, le gars, il vient de faire 500 bandes pour venir nous voir. Il vient nous interviewer, nous mettre en valeur, etc. Il pose des questions. Moi, j'adore poser des questions, c'est un peu mon truc. De poser des questions un peu à tout le monde. Et là, tout de suite, c'était super bien passé. On avait passé la soirée ensemble, on avait été bouffé ensemble et tout après. Nickel, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que toutes ces critiques, tout ça, aujourd'hui, en fait, je suis un peu immunisé. Parce que comme j'étais tout seul, tout le monde me tapait dessus, en fait. Tu sais, j'avais quoi? J'avais sorti mes premiers livres numériques. Pareil, j'étais le premier en France à sortir des livres numériques en muscu, donc ce qu'on appelle des e-books. Et puis, tu avais des gars, des fois, j'avais sorti un truc, Mes secrets pour sécher. Tu as des gars qui arrivaient, qui disaient, ouais, t'as jamais été sec, pour qui tu te prends, etc. Mais les gars, ils oubliaient, j'ai dû sortir ça en 2013-2014, ils oubliaient que 7 ans avant, parce qu'ils ne me connaissaient pas, j'avais fait des compétitions de bodybuilding justement pour tester un peu, pour voir, etc. le truc. Et que depuis, j'avais déjà dû entraîner, je sais pas, peut-être 1000 personnes depuis 2006. Et tu avais toujours un type pour venir me faire chier, quoi. Et donc à l'époque, je répondais, et maintenant, je réponds plus. Maintenant, j'ai une technique qui est très simple et que je conseille à tous, c'est que si un type vient t'emmerder, tu le bloques. Tu le bloques parce que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de cultiver les ondes positives, tu vois. Vraiment d'être dans un truc bienveillant. C'est un mot que j'aimais pas trop avant, mais en fait, je sais pas si une de mes élèves nous regardera, Sandra, elle m'avait dit la bienveillance, et à l'époque, ça me parlait pas trop, et elle avait raison. Aujourd'hui, je veux vraiment être dans ce truc de positive attitude. On essaie de se tirer vers le haut, on essaye de monter, etc. Et dès que je vois un truc négatif, surtout sur le net, de la part de quelqu'un que je connais pas, que j'ai jamais vu, à qui j'ai pas demandé son avis, etc., je préfère le bloquer. En fait, je le bloque, et moi, j'y pense plus. Tu vois, je n'y pense plus, et c'est fini. Parce que sinon, c'est l'être humain qui est comme ça. Quand tu as un truc négatif, ça te marque plus. Tu le ressasses, ça t'énerve, et à distance, tu peux rien faire. Alors que dans la vraie vie, si un type te parle mal, tu peux toujours lui en coller une, tu vois. Sur le net, tu peux pas. Sur le net, tu peux pas. Alors après, peut-être que tu gagnes pas la bagarre, mais tu peux te défouler tout de suite. Alors que sur le net, t'en as, comme je disais, ils se sentent pousser des ailes, ils ont l'impression d'être des cadors et tout. Et des fois, c'est des types qui ont 15 ou 16 ans, qui sont chez papa, maman, qui font rien, tu vois. Et je trouve souvent, enfin, ceux qui sont vite à pointer du doigt et critiquer, c'est ceux qui font rien. C'est soit ceux qui font rien, soit ceux qui ont le plus de choses à se reprocher ou qui ont le plus d'insécurité aussi. Et dans le sens où, enfin, tu parlais de maturité avant, mais je pense que ça va aussi avec, pour moi en tout cas, ça a été enfin, ça n'a pas été un moment dans le temps, ça a été progressif, mais le fait d'accepter que je ne sais pas tout, de loin pas, et que j'ai certainement tort sur plein de trucs, et que si on pointe quelque chose du doigt, comme tu as dit, de manière bienveillante, qu'on me dit, écoute, alors tu as parlé de ça, alors ça n'a pas l'air correct parce que regarde, il y a cette autre info, il faut peut-être la prendre en compte. Moi, je suis tout oui, absolument. Ah oui, ben voilà, ça c'est nickel, mais souvent, c'est pas comme ça que c'est dit. mais souvent, comme tu as dit, c'est pas comme ça. Mais peut-être aussi, enfin, la façon dont moi je le vois en tout cas, c'est que si on me dit quelque chose de méchant et que moi je réponds, c'est que tu t'énerves tout seul. Je suis pas assez sûr de moi dans le fait que oui, certainement, j'ai des défauts aussi et j'ai des manques et je suis pas parfait. Mais moi, ça me dérange pas. Cette idée-là me dérange pas. Et peut-être que pour quelqu'un qui est pas encore assez sûr de lui dans ce cadre-là, le fait d'avoir pointé du doigt une des failles dans que ce soit ta personne, les choses que tu fais ou que tu fais pas, les choses que tu dis ou que tu dis pas, eh ben peut-être ça peut te mettre, tu vois, te mettre un peu en porte-à-faux et tu te dis ah ouais merde, en fait c'est vrai.
et tu réagis à ça en fait, et tu réagis pas nécessairement Ouais, mais à pour l'attaque. moi, Mais tu sais, le net, le problème, je pense, de beaucoup de personnes, encore une fois, c'est seulement mon analyse, hein, c'est que on nous a pas appris à bien communiquer entre nous. Tu vois, parfois, je vois des gens qui commentent ce que je fais, qui ont peut-être 55, 60 ans, et je les reconnais rapidement, sans voir leurs photos, sans rien, parce qu'ils ont une manière de communiquer qui est un peu directe, dure, tu vois. Et en fait, souvent, moi, j'en ai rencontré des gens comme ça, et des fois, j'en rencontre même quand ils viennent à la salle ou autre. Et je vois que dans la vraie vie, ils sont beaucoup plus humains. Mais en fait, on leur a pas appris à communiquer sur le net. Ils n'ont pas grandi avec, en fait. Ils n'ont pas appris pas à écrire, mais ouais, à communiquer de la bonne façon. Et donc, souvent, j'ai un copain peut-être qui regardera ce podcast, qui s'appelle Claude. Et Claude, j'avais fait un podcast avec Jess Liodin, qui est ancien combattant UFC. Donc, on est bien sympathisés. On avait fait plusieurs podcasts ensemble. Et je poste ça sur mes réseaux. Et puis, Claude écrit, il dit oui, j'ai l'impression de subir une agression, tu vois. Vraiment, on voyait qu'il dit oui, est-ce que tu sais te battre, etc. Tu vois, un truc qui n'a rien à voir avec le podcast, tu vois. Moi, je ne suis pas du tout dans les sports de combat. Et comme je me dis avec le recul, je me dis, bah, il est maladroit, en fait, c'est pas ça qu'il veut dire, tu vois. Donc, on s'écrit un peu en privé. Et finalement, on est devenus copains, tu vois. Mais c'est facile de mal prendre le truc, tu vois. C'est facile de se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Putain, ça n'a rien à voir. bah, il manque Tu sais, il manque tous les signaux visuels qu'on a quand on a un échange en personne. Là, c'est déjà pas mal parce qu'on a la vidéo pour se voir. Mais tu as tellement d'informations qui sont non verbales. En fait, la majorité, si tu peux, pour les gens qui sont intéressés, aller creuser un petit peu dans ce qui a été documenté là-dedans. Mais la majorité de ce que tu communiques quand tu es avec quelqu'un, c'est non verbal. Et le fait d'avoir, en fait, ça doit être 70 ou 80% de la communication qui est en fait effacée du fait que tu écris sur un clavier avec personne en face pour regarder à quoi ton visage ressemble ou ce que tu dis ou l'intonation, etc., ben, tu perds une chier en fait. Et donc, comme tu l'as dit, si tu n'as pas appris à communiquer sans ces signaux complémentaires qui sont fondamentaux à la bonne communication humaine, eh ben, il manque une petite partie de l'histoire, quoi. ouais, et puis en plus, souvent sur le net, comme c'est les réseaux sociaux, c'est l'ère du tout très rapide, les gens écrivent très très vite, tu vois. Il y a pas le, tu vois, moi, il y a un truc que je fais par email, par exemple, je réponds jamais du tac au tac par email. Jamais. Je prends toujours le temps et souvent même je mets en brouillon pour renvoyer le lendemain, tu vois, pour laisser un délai de 12 heures ou de 24 heures. Parce que des fois, tu veux répondre à chaud et tu marques n'importe quoi, tu t'emballes, etc. Et je pense que beaucoup de personnes, en fait, c'est-à-dire quand leur téléphone sonne ou quoi, une notif ou un truc, elles sont vite à répondre à un SMS, un truc, etc. Et quand tu fais les choses rapidement, bah, tu les fais rarement bien. Tu vois, tu les fais rarement bien, à moins d'être vraiment un pro des pros, quel que soit le domaine. Et je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises réactions, d'interprétation, d'engueulades qui pourraient être évitées sur le net, de mauvaises ondes, si on prenait notre temps en fait pour répondre. Mais comme c'est l'ère du très rapide, on a l'impression qu'il faut vite répondre, il faut vite commenter, etc. Mais je pense ça que c'est parce qu'on veut trop en faire. On veut être partout, on veut exister. Après, on peut dériver là-dessus, mais c'est un peu le besoin d'exister, quoi. Je commente, j'existe. Je commente pas, j'existe pas. Et donc, plein de personnes vont commenter. Et ouais, après, toutes les critiques, voilà. Moi, aujourd'hui, je bloque parce que ça n'a aucun sens, en fait. Tu vois, souvent, des gens me disent, oui, ouais, qu'est-ce que tu penses de… Il y avait beaucoup ce truc-là avant, maintenant, beaucoup moins. Il y a un type qui va faire une vidéo. Il y a un type qui a vu la vidéo, qui vient sur ma vidéo, qui me dit, oui, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit? Mais j'en pense rien, en fait. Parce que moi, la vidéo, souvent, je ne l'ai pas regardée. Et puis, c'est pas à moi que tu vas demander ce que j'en pense. C'est toi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je ne suis pas là pour juger, entre guillemets, ce qu'a dit un tel, sachant que c'est une vidéo parmi peut-être les centaines qu'il a fait. Donc, il faut regarder toutes ses vidéos ou peut-être suivre une de ses formations ou acheter un de ses livres pour comprendre exactement quel est son point de vue. Souvent, tu vois, on sort aussi les choses du contexte. Mmh. Donc, quand tu sors les choses du contexte, bah, tu peux dire tout et n'importe quoi. Tout est vrai, tout est faux, quoi. Il n'y Ouais. a pas de… Non, mais en fait, ouais, moi, je bloque. Maintenant, aujourd'hui, je bloque. Et quand ça me critique, bah, encore hier, on m'a écrit, on m'a dit, oui, il y a un tel qui parle de toi dans une vidéo. Je m'en fous, en fait. Le mec, je le connais pas. Il dit ce qu'il veut, en fait. Tant pis. S'il y a des gens qui sont contents, bah, tant mieux pour eux. Moi, j'essaie vraiment de me concentrer de plus en plus sur le positif. Qu'est-ce que je me dis toujours, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Voilà. C'est mon truc. Et si je vois quelqu'un qui essaye de me descendre, de me rabaisser, de me tirer, je dis, c'est pas bon. Je dis, ça va me miner parce que comme tout humain, mes émotions font un peu comme ça. Donc, Mmh. si je peux rester que là, comme ça, comme ça, comme ça, au lieu d'aller là, bah, je le fais tout de suite, quoi. Je me pose plus de questions, alors qu'avant, je me serais dit, ah, faut pas bloquer les gens, faut pas. Mais en fait, si tu n'as pas d'intelligence émotionnelle, sociale, et qu'en plus, tu n'es pas dans ton avis et que tu viens essayer de me casser le moral, bah, je vais me préserver, tu vois. Je préfère me préserver.
Non, c'est intéressant et ça m'a fait penser à quelque chose quand tu as dit, tu vois, les gens qui viennent te demander bah, qu'est-ce que tu en penses de ça. C'est presque par défaut, ne pas réfléchir pour soi-même et tout de suite Exactement. aller chercher quelqu'un qu'on perçoit comme une autorité, hein, pour nous-mêmes, bien sûr, parce que les gens ils viennent te poser la question parce qu'ils respectent aussi ton opinion. Mais il doit y avoir cette étape avant de se demander soi-même qu'est-ce qu'on pense et pourquoi. Ensuite, tu peux comparer ça à quelqu'un d'autre que tu respectes ou leur réflexion sur le sujet pour voir les similarités, les différences entre les deux. Mais quelqu'un m'a envoyé il y a quelque chose de parallèle. Quelqu'un m'a envoyé un graphique d'une séance Moxie il m'a dit voilà, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit bah, je sais pas. J'en pense rien, j'en pense rien. Donne-moi déjà le contexte complet et ensuite donne-moi ton interprétation complète de A à Z. Et après, moi, je veux bien commenter là-dessus. Moi, je ne vais pas commenter sur le truc blanc parce que je ne vais pas faire ton boulot. Mais ce n'est pas dans cette démarche-là que je demande pour leur propre interprétation. C'est parce que je pense que c'est très important qu'on se fasse tous notre propre avis sur une question X ou Y avec nos propres outils, notre propre perspective, etc. Et que si après, il faut mettre ça à jour, eh ben, on peut, mais que déjà, il faut commencer par penser, par soi-même. Sinon, on s'en sortira jamais. Non, mais ce que tu dis, c'est très juste parce que j'en parlais ce matin avec un copain. On a tendance en fait à nous infantiliser. Aujourd'hui, on te dit tout quoi. Tu vois, aujourd'hui, bah, c'est le Covid. On te dit, je sais pas comment c'est chez vous en Suisse, mais nous en France, il faut se vacciner, ça va vous faire du bien, etc. Plus personne ne réfléchit par lui-même. On pourrait leur dire, mangez des rillettes, ça va vous immuniser. Les gens mangeraient des rillettes, tu vois. Ils se poseraient pas la question de, tiens, j'exagère un peu, hein, bien évidemment, mais ils se diraient, ah ouais, les rillettes, putain, mais plus j'adore ça, c'est génial, quoi. Il y a un truc, en fait, on a l'impression, du moins moi j'ai l'impression en France, encore une fois c'est juste ce que je vois dans mon propre monde, hein, donc à débat, mais c'est que on essaye de nous assister le plus possible, qu'on ait le moins de responsabilités possible, parce qu'on se rend compte que la plupart des gens ne veulent pas prendre leurs responsabilités, et c'est pourquoi en muscu, si on revient sur notre sujet, bah, plein de personnes ne progressent pas, parce qu'au lieu de se faire leur propre avis, en fait, elles donnent l'autorité à plein de personnes différentes qui n'utilisent pas les mêmes mots, qui n'ont pas la même expérience, qui n'ont peut-être pas la même méthode derrière, etc. Et à la fin, ils essayent de faire un mix de tout. Et le mix de tout donne rien forcément parce qu'il n'y a plus la logique qu'il y avait au départ. Quoi. Il y a un illogisme partout. Mmh. Et c'est là que ça déconne. Mais ouais, je pense qu'on est dans ce monde où, et c'est pour ça que j'ai Leadercast en fait, où j'essaye de transmettre ce truc de leadership, de réfléchir par soi-même et de pas de vivre une vie qu'on nous vend, tu vois, la vie habituelle qu'on va nous vendre, faites ci, faites ça, nanana. Parce que finalement, c'est à toi de faire ton propre avis, mais beaucoup de personnes ne veulent pas se le faire en fait. Elles sont là, elles préfèrent que tu leur dises. Et c'est pour ça aussi que tous les trucs de télé-réalité, ça cartonne. Tu sais, je sais pas quelle saison ils en sont nous en France, hein, mais c'est peut-être la 10e ou 20e saison des Anges. Tu vois, moi quand j'étais gamin, c'était la première saison de Love Story, tu vois. Et j'ai pas vu la suite, mais c'était la première saison de Love Story. Ah, ça, je l'avais regardé, Et ça, après, je m'en rappelle. oui, mais moi aussi j'ai regardé. Mais c'était nouveau. Et maintenant, j'ai plus de télé, donc je sais pas, mais je crois qu'ils en sont à 10, 15, 20 saisons. Et les gens adorent ça. Des fois, je tombe sur Instagram, tu vois, on me propose des trucs, je regarde, je dis, mais c'est qui ça? Et je vois, je sais pas, je dirais une connerie, Angélique des Anges numéro 18. Et la fille a 300 000 abonnés. Oui, je commente l'actualité. Mais qu'est-ce que tu commentes l'actualité? Tu sais, t'as envie de dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? T'es pas PPDA, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce qu'on peut aider les coachs et les auditeurs de manière large ou tous les gens qui sont passionnés par ce qu'on fait tous les jours, le fitness, la musculation, la performance, la santé? Comment est-ce qu'on peut encourager les gens à mieux réfléchir, à plus réfléchir, à prendre le temps de passer plus de temps à essayer de mieux comprendre? Parce que, comme tu l'as dit, on nous infantilise, on entend de partout que les temps d'attention sont au plus bas. Moi, je te dis, les podcasts que j'ai qui sont les plus longs sont les plus écoutés. Alors après, bien sûr, il faut parler des invités qu'il y a, etc. Mais comme tu as dit, moi non plus, un podcast de 15 minutes, ça ne m'intéresse pas. Une demi-heure, peut-être. 45 minutes, ça commence à devenir intéressant. Joe Rogan, 4 heures. Allez, c'est parti, let's go. Ouais, mais voilà, moi, C'est un je peu… pareil. Plus c'est long, plus tu vas avoir de contexte, plus tu vas avoir de nuances, plus tu vas avoir le côté d'échange. Et au final, c'est peut-être ça qu'on recherche. Après, je pense que si on parle de coach qui nous écoute, tu sais, c'est comme moi, j'ai un pote qui s'appelle Les Secrets du kayak, où j'interviewe des champions de kayak sur l'entraînement, etc. Et ils me disent tous la même chose, hein. La qualité avant la quantité. Ils ont tous commencé par faire beaucoup de quantité, et puis ils se sont rendus compte que finalement, ils s'étaient crevés, ça ne marchait pas si bien. Ils sont passés à la qualité et ça a fonctionné. Dans le sens où
aujourd'hui, mieux vaut que tu fasses, et même en termes de référencement ou autre, quel que soit le truc, mieux vaut que tu fasses un post sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, ou une vidéo, ou un article, je sais pas, je vais dire une connerie, sur les réseaux sociaux peut-être tous les 3 jours, un article toutes les 2 semaines, mais un truc vraiment qualitatif, où vraiment tu as fait des recherches, parce qu'il y a des trucs que tu ne savais pas. Forcément, un article ou écrire un livre, c'est la meilleure façon d'apprendre des choses. Hein. Parce que tu fais des recherches, tu te souviens plus d'un truc, tu le fais d'abord pour toi, tu vois, tu fais d'abord pour toi, pour mettre en place tes idées, mais on n'est pas pressé. En fait, en muscu, que ce soit pour progresser, ou que ce soit pour vivre de sa passion en tant que coach, parce que on va gagner que sur le long terme. On ne va gagner que si on a une certaine longévité. Tu vas jamais, à moins d'un coup de bol monstre, hein, je sais pas, où tu as du réseau ou quoi, mais tu ne vas jamais, tu viens d'avoir ton BPGEP, tu viens d'avoir ton diplôme en Suisse, je ne sais pas ce qu'il y a comme diplôme, peut-être FITS Pro ou quelque chose comme ça, jamais tu vas vivre de ça tout de suite. Jamais tu. Mais il est possible que si pendant 2-3 ans, tu postes tous les 3 jours sur Instagram, tu fasses une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines, tu fasses, je sais pas, ou un podcast, ou tu fasses un article toutes les 2 semaines, mais tu tiens ce rythme. Tu tiens ce rythme sur 2-3 ans, que là, forcément, si tu essayes à chaque fois d'améliorer les choses, même si tu ne réinventes pas la roue, mais si tu essayes, tu as cette intention derrière, tu essaies d'améliorer les choses, d'aider les gens, etc., ça va se sentir dans ce que tu produis, ça va fonctionner pour toi. Ça va fonctionner. Maintenant, si tous les jours, tu mets une phrase de citation, motivation à la noix, là, tu vois, un truc qui rime à rien, avec le code promo en dessous, qu'on a dit tout à l'heure, acheter mes boucles d'oreilles, elles sont super, il faut gagner 10% de force, voilà, une connerie comme ça. Ça, tu ne vas rien construire du tout. Tu passes juste, pour les gens en tout cas, qui pourraient être intéressés pour prendre un coach, qui serait intéressé pour faire un travail qualitatif. Parce que pareil, quand tu es coach, il ne s'agit pas de faire des suivis sur 1 mois ou 2. Ça, tu fais rien. Tu vois, c'est une relation. Tu vois, je ne sais plus qui disait ça. J'avais écouté un podcast. Je crois, je ne sais pas si c'était pas Victoria ou son copain Florent Blanc qui disait ça, mais en story ou sur un post, il disait un coach, en fait, c'est quelqu'un que tu choisis avec qui tu vas faire équipe. Et tu ne peux pas juger de la qualité de l'équipe, en fait, sur quelques mois. En fait, c'est souvent 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai tendance à penser, souvent quand je me contacte, je leur dis, voilà, ça va durer 1 an et demi, 2 ans en moyenne. Je dis, voilà, après, vous aurez appris les bases nécessaires pour vous débrouiller tout seul. Et j'estime que je ne peux pas aller plus loin. Donc, voilà. Mais c'est plus, ouais, il faut être sur ce truc un peu qualitatif, vraiment penser à ça. Et ça va marcher. Alors après, il y a plein d'autres techniques, entre guillemets, comme on disait tout à l'heure. Il faut bien cibler quelle personne tu veux vraiment aider. Parce que là, ton truc de l'oxygénation, par exemple, c'est super. Tu vois, avec le Moxie, tout ça, du moins dans le marché francophone, c'est nouveau. Donc, tu vois, moi, je pense oxygénation, comme on disait la dernière fois qu'on a fait le podcast ensemble. Je change Sean. Je dis, ah là, tu veux ça? Tiens, appelle Sean. Ou je pense mobilité, nanana. Je pense à Fred ou à Kevin. Je pense force. Tu vois, souvent, il y a des gens qui m'écrivent pour des entraînements de force. Je dis, bah, contacte Clément. Je dis, moi, c'est pas moi. Je dis Clément. Et pareil, Clément, des fois, il m'envoie du monde, justement. Il me dit, bah, tiens, c'est pas mon truc, je t'envoie la personne. Voilà. Mais ouais, il y a ce truc de qualité, de vouloir aider les gens et de vouloir aider les gens que tu veux vraiment aider. Et souvent, pour les coachs qui se lancent, ce que je leur dis, c'est de partir des problèmes qu'eux-mêmes ont rencontrés en tant que pratiquants de muscu. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu étais en surpoids quand tu as commencé la muscu, puis tu as perdu du poids. Donc, tu vas pouvoir aider déjà les personnes qui étaient dans ton cas. Tu peux déjà commencer là-dessus. Alors, certes, tu ne vas pas révolutionner le truc, mais ça va être ton expérience. Alors, peut-être que toi, tu as réussi à maigrir parce que tu mangeais, je sais pas, une connerie, des carottes râpées. Voilà. Tu mangeais plus de carottes râpées, tu avais le ventre plus rempli, donc tu mangeais moins de féculents. Bon, j'invente un truc, tu vois. Mais partir de son histoire personnelle, comme ça, tu as déjà une certaine légitimité, en fait. C'est sûr que si tu n'as rien fait et que tu veux coacher Monsieur Olympia, bon, là, tu peux rester chez toi. Mais si tu es des personnes qui sont dans la situation dans laquelle tu étais, et donc ça nécessite d'une certaine expérience, et ben, je pense que là, tu fais bonne route. Et surtout si tu le fais, comme on disait, en essayant d'améliorer les choses, d'expliquer les choses. Et pareil, il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est un truc qu'on a souvent peur, c'est d'expliquer les choses de A à Z de manière gratuite. Parce qu'on se dit, on doit en garder un petit peu, etc. Oui, il y a des trucs que tu dois peut-être garder un petit peu, mais il faut bien se dire que toute ton expérience, en fait, ta façon de penser, elle n'est pas. Quelqu'un d'autre ne peut pas l'intégrer complètement. Tu vois? Parce qu'il y a tellement de contenu. Tu vois, moi, il y a des gens, si tu lis tous les articles que j'ai écrits, tu n'as pas besoin d'acheter mes livres. Tu n'as pas besoin. Franchement, tu lis les 1000 ou 1500 articles que j'ai écrits, tu as les 1000 vidéos que j'ai faites, tu n'as besoin de rien. Tu n'as besoin d'absolument rien. Il y a tout. Mais tu l'achètes parce que ça te fait gagner du temps, parce que tout est au même endroit, tu n'as pas besoin de chercher. Et ça, pareil, il ne faut pas avoir peur en fait, de dire les choses. Parce que finalement, si on parle de coaching, ce que veulent les gens, c'est être accompagné et être sûr en fait, de ne pas faire les choses dans le vide. Ils veulent être sûrs de ne pas perdre du temps.
Et donc, toi, c'est ce que tu apportes, c'est le gain de temps, en fait. C'est pas forcément les connaissances, même voilà, si tu as, mais elles sont accessibles aujourd'hui avec le net, les connaissances, même s'il y en a un peu partout, voilà. Mais elles sont accessibles. Ce que tu apportes, c'est le gain de temps et la sécurisation, on va dire, des progrès. Qu'on va dans le bon sens, tout en ayant ce côté humain qui, pour moi, est très cher, de on fait équipe ensemble pour avancer, où la personne va se sentir soutenue. Moi, j'aime bien dire, quand les gens me contactent, on va faire équipe. Donc, j'attends de la communication, je vais te poser des questions, je veux des réponses. Je vais te faire filmer des exercices, je veux les vidéos d'exercices. Je veux voir ce qui se passe. S'il n'y a pas ça, on ne va pas travailler ensemble. Mais ouais, ce que je dirais à un jeune coach, je dirais partir de soi-même en fait. Pars de toi-même. Quelle est ton expérience? C'est sûr que si tu débutes la muscu, comme on peut voir certains, des fois, BPGEPS ou autres, et parce qu'aujourd'hui, c'est devenu accessible. Nous, en France, le diplôme est devenu vraiment très, très accessible. Tu vois, moi, à mon époque, je donne souvent cet exemple-là. Pour avoir la moyenne en termes physiques, il fallait faire 20 tractions, donc en passant le menton, bras tendu en bas, 30 dips, 20 reps au poids de corps au coucher et 10 reps à 1,5 fois ton poids de corps au squat. Et avec ça, tu avais juste la moyenne. Tu vois, moi, à l'époque, pour te dire, c'était champion de France de force athlétique en junior. Donc, c'est très loin des perfs que les juniors ont actuellement. C'était la première année où il n'y avait plus le matériel, en fait, en force athlétique en France. Et j'avais été champion de France, donc en junior, moins 90, et j'avais eu 8,5 sur 20 au physique. Tu vois, donc, truc de fou, quoi. J'avais eu 8,5. Je dis putain, mais ça vaut rien, quoi. Parce qu'à l'époque, il fallait déjà avoir, et je trouvais ça bien, un très bon niveau déjà en muscu, un bon niveau en muscu, pour pouvoir postuler en fait à devenir coach. Et aujourd'hui, on n'a plus ce truc-là et on voit des personnes qui n'ont pas d'expérience en fait. Comme on disait tout à l'heure, si tu fais 8 minutes au rameur, tu ne vas pas coacher sur le rameur. Même si tu es passé, tu as commencé à 9 minutes, tu es à 8 minutes, c'est pas un niveau. Il y a un niveau minimum à avoir, tu vois. Mais ouais, je dirais ça, je dirais tout ce que je viens de dire, mais j'en ai tellement dit que je me souviens plus exactement de tout ce que j'ai dit. Une chose qui ressort pour moi, c'est l'idée de ne pas avoir peur de formuler sa réflexion de manière complète et de ne pas avoir peur de répéter des choses qui ont déjà été dites 1000 fois parce que, comme tu l'as dit, chacun a son identité, chacun a sa perspective sur la vie, surtout la façon d'utiliser des mots et, peut-être que les choses qui ont déjà été dites 1000 fois mais par 1000 autres personnes, elles ne résonneront pas avec une personne X, mais que toi, la façon dont toi tu vas formuler les choses et tu vas partager l'information, peut-être que ça résonnera avec cette personne-là. Et comme tu l'as dit aussi, en même temps, quand tu expliques, tu apprends. Moi, c'est ma démarche avec toutes les vidéos que je fais, c'est ma façon d'apprendre. Et c'est ma façon de synthétiser ce que je pense comprendre ou avoir compris. Et après, je le soumets à l'opinion publique. Et s'il y a des incohérences, eh ben, j'attends qu'on m'en fasse part pour que je puisse rectifier le tir sur la façon dont j'ai compris les choses. Et je trouve que ça, c'est pour on va dire, rebondir sur ce qu'on disait avant par rapport aux réseaux sociaux. Pour moi, c'est une mine d'or de ce côté-là parce que tu as l'opportunité de faire en sorte que ce que tu penses savoir soit jugé par des centaines, voire des milliers de personnes. Et ben, si tu n'es pas sûr de toi, c'est une mauvaise chose. Mais si tu sais que tu n'as pas compris grand-chose et puis que tu essaies juste d'avancer dans le noir du mieux que tu peux, ben les autres, ils vont t'aider en fait. Et tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin dans ta réflexion du fait que tu vas avoir des contributions externes en fait. Moi, ce que je sais, c'est pas ce que moi j'ai inventé. J'ai tout appris d'autres personnes. Et donc, c'est vraiment ça en fait. C'est pouvoir faire un tout, mais à ta sauce et ensuite le communiquer ouvertement. Non, mais c'est exactement ça. Tu as bien résumé. Et c'est pour ça que je bloque un peu les haters pour n'avoir que des personnes en fait qui vont me tirer vers le haut, qui vont me challenger. Je dis souvent pour ceux qui suivent Leadercast, Leadercast en fait c'est ma psychothérapie entre guillemets, c'est mon brainstorming en fait. J'ai une idée etc. et je déroule le truc, voir jusqu'où ça va m'emmener. Et donc les gens réagissent, ils me disent ouais bah là je suis pas d'accord avec toi, là je suis d'accord, nanana. Et moi ça m'envoie entre guillemets des réflexions qui vont me pousser aussi vers le haut, tu vois. Mais ça, ce n'est possible que, encore une fois, que si tu n'as que des personnes qui comprennent bien pourquoi tu fais les choses, donc qui sont là pour t'aider, entre guillemets, et qui s'aident aussi également en lisant ce que tu fais et en réfléchissant, en disant, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, se faire son propre avis, essayer du truc, mais non, mais c'est exactement ça. Mais c'est vrai que quand tu écris un article, tu fais un podcast ou un contenu un peu, ça te permet de remettre les idées en ordre, en fait. C'est un peu comme la frustration. Des fois, tu es énervé, tu as un truc, tu vas t'entraîner, tu es mieux, quoi. Et moi, j'ai l'impression que pour moi, en tout cas, j'ai besoin des fois de vider mon sac sur un sujet pour pouvoir passer à un autre sujet. Que ce soit en leadership, en muscu, en kayak, en diète ou quoi. J'ai besoin de vider mon sac pour pouvoir passer sur un autre sujet. Et justement, c'est là que tu apprends le mieux, quoi. C'est là que tu te poses. Tu vois, j'ai une formation qui est ma formation un peu complète, super physique, que j'ai fait je crois en 2017, un truc du style, que je l'ai fini en 2020. Ça m'a pris 3 ans.
Mais et en fait, ça m'a permis de synthétiser tout ce que j'avais appris. Tu vois, à un moment, j'ai eu le besoin de synthétiser tout ce que j'ai appris en termes d'expérience, de coaching, etc. Et quand tu fais ça, bah, tu es là, avant de faire la vidéo, tu réfléchis, tu dis, ouais, bah, tiens, je veux dire ça, nanana. Puis finalement, tu dis les choses et tu as autre chose qui te vient. Et là, tu dis, ah ouais, en fait, c'est comme ça que je fais les choses, parce que des fois, tu ne prends pas le temps, parce qu'on court tous après le temps, tu ne prends pas le temps d'analyser ce que tu fais et tu ne comprends pas trop ta logique. Et en fait, après, tu arrives à comprendre en fait ce que tu fais. Tu te dis, ah ouais, c'est ça, c'est comme ça. Et des fois, tu trouves même de nouvelles choses comme ça, en fait. Comme on disait tout à l'heure, tu fais des recherches, tu dis, ah ouais, mais pourquoi ça, nanana. Et toi, comme moi, on a beaucoup lu, tu vois, on a beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu muscu. Et des fois, il y a des choses qui t'ont marqué et que tu as oublié. Tu vois, moi, quand je fais des podcasts super physiques avec Fabrice, des fois, on parle d'un truc, il dit, ah tiens, il y avait ça dans le guide pratique du bodybuilding de Jean Texier de 1992. Il y avait ça, nanana. Et ça te revient, tu dis, ah ouais, bah, voilà d'où ça vient le truc qui m'est resté, quoi. Donc, et ça permet en même temps, moi, j'aime bien citer un peu les sources, ça permet de reciter, entre guillemets, d'où ça vient, parce qu'effectivement, on n'invente rien, on fait, entre guillemets, notre tambour, notre recette avec les mêmes ingrédients ou presque que les autres. Et notre expérience nous amène à cette recette Sean, cette recette Rudy, qui donne des résultats en fonction d'un contexte, encore une fois, différent pour chaque individu, quoi. Comment est-ce qu'un jeune coach peut, et c'est un petit peu parallèle à tout ce qu'on a dit là, comment est-ce qu'un jeune coach peut vraiment trouver son identité dans une façon de faire les choses sans être toujours dépendant ou sans toujours se raccrocher à une méthode d'un tel ou à une façon de faire d'un tel ou à un système d'entraînement? Parce que je sais que pour moi, c'était difficile au début parce que, encore une fois, tu as très peu de repères, tu as très peu de perspectives sur toutes les choses qui existent et qui peuvent se faire et qui doivent des fois se faire. Et donc, tu es un peu à la merci des deux trucs que tu as appris, quoi, parce que c'est tout ce que tu sais et tu penses que tu sais tout. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être voilà, simplement prendre plus de temps pour se développer et vraiment être vrai par rapport à soi-même, mais sans comment dire ça, sans raccourcir le process qui nécessite du temps, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, il nécessite du temps. Non, mais moi, je pense que j'étais encore là, une fois à la bonne période, au bon moment, parce qu'en fait, j'ai pu éprouver et tester plein de choses sur les gens. Tu vois, les premières personnes que j'ai coachées, il y en a qui progressaient, mais il y en a d'autres, je leur faisais faire des trucs de fou, quoi. Tu vois, je leur faisais faire des trucs, puis je voyais que ça marchait pas. Donc, je disais, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire tester plein de trucs, et je dis en plus à des milliers de personnes, tu vois, vraiment à des milliers de personnes chaque semaine, à regarder les vidéos, etc. Donc, j'ai pu accumuler l'expérience parce que il n'y avait que moi, donc tout le monde venait vers moi. Il y a plein de gars aujourd'hui qui font des vidéos ou des trucs qui ont commencé chez moi, en fait, qui ont commencé sur Superphysique ou sur rudicoya.com. Donc c'est drôle de les voir des années après. Je dirais que c'est vrai que moi, je trouve que c'est un problème quand quelqu'un recrache la méthodologie de quelqu'un mot pour mot. Tu vois, moi, des fois, je vois des gens qui vont suivre ce que je dis, puis qui vont recracher mot pour mot. Et je trouve ça, moi, c'est malaisant pour moi parce que on retrouve ce truc de, comment on peut dire, de manque d'avis, comme on disait tout à l'heure. Ça manque d'avis. Comme je disais, je pense que tu dois partir de ton expérience personnelle. Qu'est-ce qui a marché pour toi? Qu'est-ce qui marche pour toi, etc. Et après, ce qui est difficile, c'est que quand tu as ton diplôme, quel que soit le diplôme, hein, quel que soit le secteur, souvent tu penses tout savoir. Tu dis, ah, je sais tout, ça y est, je sais tout. Et là, tu vas te confronter à la réalité. Et je pense que tu ne peux acquérir ça qu'avec l'expérience, en fait. Tu ne peux te détacher. Et moi, je suis super content quand je vois des gens que j'ai entraînés. Et souvent, quand les gens sont avec moi depuis un petit moment, et je vois que je ne peux plus rien leur apporter, je leur dis, voilà, maintenant, je t'ai appris les grosses bases que je pouvais te transmettre à distance. Et maintenant, il faut que tu te débrouilles. Et souvent, je vois que les gens changent des choses par rapport à ce que je leur ai appris, etc. Et je vois qu'ils parlent différemment. Et je dis, ah tiens, ils ont trouvé un autre truc, tu vois. Ils ont trouvé un autre truc. Mais ça, tu peux l'acquérir que par l'expérience, en fait. Si tu es jeune coach, tu vois, je ne sais pas comment ça se passe vous en Suisse et nous, comment ça se passe en BPGEPS, mais ce que je ferais, c'est que j'entraînerais des gens gratuitement, en fait. Moi, j'entraînerais des gens gratuitement, des potes. Ou souvent, après, quand tu ne fais pas payer les gens, ils s'investissent moins. Donc, c'est ça aussi qu'il faudrait peut-être voir. Mais je coacherais des gens gratuitement en testant des choses, en fait. En testant ce que moi, j'estime. Forcément, si je n'ai pas de tester n'importe quoi, mais de tester ce que moi, j'estime être la vérité aujourd'hui et voir comment ça réagit, en fait. Et grâce au retour de ces personnes-là, tu vas pouvoir affiner ce que tu fais. Moi, j'ai pu affiner ce qu'on appelle la méthode Superphysique aujourd'hui parce que j'ai eu des retours de plein de personnes, en fait. Et il y a des trucs que je faisais qui valaient rien, tu vois. Et des fois, je disais à des gars que j'avais depuis longtemps, je disais, voilà, j'aimerais. Là, je suis en train de creuser ce sujet-là. Tu vois, un coup, j'avais creusé l'hyperfréquence qui est vachement populaire dans le milieu de la force athlétique.
Mais j'avais dit à quelques gars que j'avais, je dis voilà les gars, j'ai bien bossé le sujet, j'aimerais, moi je vais tester sur moi, j'aimerais d'autres gars pour qui tester quoi. Et les gars m'avaient dit ouais, il y en a qui m'avaient dit ok, et donc on teste, on voit ce que ça donne. Et après, donc tu es toujours en train d'affiner en fait ce que tu fais. Mais en fait, ouais, moi je commencerais, si aujourd'hui je devais recommencer, je coacherais gratos, quelques gars de mon entourage que je vois, etc. En plus là les salles vont bientôt, vous ça a déjà réouvert, tu fais bientôt en France. Tu prends quelques gars, et en plus tu peux le faire parce que nous les BPGF c'est en alternance. Donc après, avant dans les salles où t'es, mais tu dois pouvoir prendre 4-5 gars pour tester. Et après, bah, progressivement, tu vas pouvoir affiner ton truc et développer ton truc. Toujours en ayant en tête que la vérité que tu crois aujourd'hui va évoluer, que ce que dit quelqu'un n'est que son expérience. Moi, quand je conseille quelque chose, c'est que mon expérience. Donc, c'est à prendre aussi avec des pincettes. C'est ma vérité du moment qui a amené à évoluer. On est impermanent. Et donc, mais surtout, ouais, tu sais, quand tu es jeune aussi, tu as besoin d'un mentor des fois. Tu as besoin d'avoir quelqu'un et de tout recracher ce qu'il dit. Mais ça, c'est la théorie. Et je pense que la pratique, encore une fois, permet de remettre l'église au centre du village, comme on dit. Ça te permet de voir toi, parce que toi aussi, tu vas tester sur toi. Ça va t'amener à une méthodologie différente d'un tel, une autre façon de penser, qui va sans doute t'aider, entre guillemets, après à trouver, tout en ayant conscience, encore une fois, que peut-être que tu fais fausse route. C'est pour ça qu'on parlait de confiance, etc. Moi, je dirais que quand j'étais plus jeune, je pensais que j'avais vraiment la vérité. Je disais, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et même si aujourd'hui, je suis assez convaincu que pour 95% des gens qui veulent se transformer, j'ai une méthodologie qui va les faire progresser presque à chaque séance pendant longtemps. Il n'empêche que il y a plein de gars qui racontent des choses, et ça, c'est beaucoup grâce à ton podcast aussi. J'écoute et tout, et je dis, ah ouais, je dis, moi, j'aurais pas pensé comme ça, mais le gars, lui, ça l'a fait progresser, ça fait progresser des athlètes, etc. Et ça m'ouvre des trucs, en fait. Tu vois, ça m'ouvre des trucs. Je me dis, comment je pourrais intégrer ça dans ma pratique déjà personnelle pour tester. Souvent, moi, j'ai toujours le même truc, c'est je teste sur moi. Donc, je teste par exemple la neuroposture avec Seb que tu avais interviewé. Donc, je teste. Je suis plutôt convaincu, hein, je rassure Seb qui nous écoute peut-être, et depuis le temps. Et donc, je teste. Et une fois que je suis convaincu, je vais me dire, bah voilà, je vais peut-être faire la formation ou peut-être faire tester à d'autres personnes. Et en faisant tester à d'autres personnes, c'est là que je vais, entre guillemets, éprouver ce que j'ai appris, entre guillemets. Tu vois, éprouver ce que j'ai appris et peut-être affiner la méthode avec les connaissances que je pourrais avoir. Mais ouais, pour moi, c'est l'expérience, la pratique. Et c'est pour ça que la pratique est différente de la théorie. C'est parce que c'est la pratique, quoi. J'ai une dernière, un dernier gros sujet, on va dire, à aborder avec toi. C'est l'avenir du coaching. Où va-t-on, Rudy? Je ne sais pas. Moi, je crois que beaucoup font erreur aujourd'hui dans le coaching. Je vois, tu sais, moi, mon époque, c'était le coaching par email. Tu vois, c'était quel coaching par email. Le coaching à distance, c'était par moi, du coup, c'était à l'email. Après, j'ai développé une plateforme, entre guillemets, pour centraliser un petit peu, que ce soit un peu plus pro. Et après, j'ai vu arriver des gens qui vendaient des programmes. Tu vois, aujourd'hui, tu en as plein qui vendent le programme 12 semaines, ceci. La fond m'a écrit, il y a une fille qui vend un programme bikini en 8 semaines, je sais pas quoi, enfin, des trucs à la con comme ça. Et je vois beaucoup de personnes, en fait, qui partent sur ce système-là, qui est pour moi de l'escroquerie complète. Pour moi, c'est honteux. Parce qu'en fait, on perd tout ce. Pour moi, l'avenir du coaching, il est humain. Pour moi, la seule façon de tenir, et je pense que c'est une des seules façons que je tiens aujourd'hui, après, avec toute cette concurrence qui s'est développée autour de moi, etc., c'est ce côté humain, la personne que je suis qui fait que ça fonctionne en fait. C'est pas de faire des programmes sur 12 semaines qu'on va vendre. Tu vois, il y en avait, je ne vais pas citer de nom, mais qui sortaient des programmes sur 12 semaines à 300 euros. Les gens disaient, ah, c'est cher et tout, mais en fait, c'est 100 euros par mois, mais sans aucune personnalisation, sans aucun côté humain. Et je pense que ça, c'est une erreur parce qu'aujourd'hui, forcément, pour moi, c'est l'appât du gain, ça. Tu vends un programme, tu fais bien la pub, tu fais du marketing à outrance. Pour moi, c'est du mauvais marketing. Et tu vends ton programme, puis après, tu vends un autre programme. Mais en fait, là, tu asservis les gens. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de l'asservissement et ce n'est pas de l'indépendance que tu donnes. Et le but d'un coach, pour moi, mon but, c'est pas d'avoir les gens à vie, en fait. Ça n'a aucun sens. Une fois que j'ai appris ce que je souhaitais transmettre, que la personne, j'estime qu'elle est indépendante, elle peut se passer de moi, du moins sur ce qu'on a vu ensemble, ben, je dis voilà, là, et si elle veut faire autre chose, je dis bah, tiens, va voir un tel, va voir un tel, va voir un tel. Et dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais pour moi, l'avenir, il est humain. Pour moi, il est dans la communication. Je pense que beaucoup de gens recherchent ça, en fait, recherchent un coach avec qui communiquer et pas juste un programme, un truc général, en fait. Moi, j'aime pas du tout les trucs généraux, en fait.
jamais j'achèterai un programme général. Parce qu'en fait, ok, ça peut être bien au début si tu es perdu, etc. Mais j'ai envie de dire, tu as tellement de programmes gratuits sur le net. Tu vois, en muscu, si on parle de muscu, tu vas sur Superphysique, il y a 200 ou 300 programmes quoi, gratos. Franchement, tu prends l'application SP Training si tu es un peu perdu. Franchement, tu vois, SP Training, on pourrait apparenter ça à un coach. Ça coûte 3 euros par mois, mais ça ne remplacera jamais un coach. Un SP Training, c'est bien pour le type, moi je dis souvent aux gars, type qui débute ou semi-débute, parce que ça va lui filer un cadre, ça va lui dire quoi faire à chaque séance, etc. Selon ma façon de penser, encore une fois, ce qu'on a codé. Mais quand il va coincer, c'est là qu'il a besoin de quelqu'un d'humain. Et en même temps, moi, j'ai pendant longtemps essayé de rendre la musculation moins individuelle et plus collective en favorisant un peu l'émulation. Je disais souvent ensemble pour faire mieux que seul. C'est un peu comme ça que je conclue tous mes posts. Mais c'était le credo du site clubsuperphysique.org. Et je crois beaucoup à ça, en fait. Je crois vraiment que c'est là-dedans. Tout à l'heure, tu parlais d'humanité. Et c'est exactement ce que je défends. J'ai un livre qui s'appelle The Leader Project, un peu pour ceux qui voudraient se lancer, etc. Comment vivre de sa passion. Comment être heureux aussi. Car pour moi, ça va ensemble. Mais c'est vraiment ce truc-là de… Je pense que moi, ce que je recherche, c'est le côté humain, tu vois. Moi, je suis prêt à me déplacer pour aller voir Kevin, par exemple. Je suis prêt à me déplacer pour aller voir Seb en Suisse, plutôt que de le faire à distance. Alors, des fois, ça peut arriver, voilà, on fait à distance. Mais c'est pour ça que je pense que rien ne vaut le réel et rien ne vaut les vraies communications. Et c'est pour ça que j'invite toujours mes élèves à dire… Des fois, il y a des gens, ils m'écrivent, ils me disent « Ah, désolé pour le pavé ». Mais je dis « Non, je dis, tant mieux ». Je dis « Moi, plus j'en sais, mieux c'est ». Je dis « Moi, si tu me dis Bonjour, je m'appelle Jean-Michel, j'ai 32 ans, je veux faire de la muscu », ah putain, je ne sais pas comment t'aider, tu vois. Je ne le sais pas. Je le sais pas. Mais je crois beaucoup dans ça et je ne crois pas du tout. Tu vois, à un moment, la question s'est posée quand mon activité a vraiment explosé, il y a une dizaine d'années en termes de coaching. Est-ce que je n'automatiserais pas tout en codant justement, moi, ce que j'appelle les cycles de progression? Est-ce que je ne ferais pas un truc où les gens mettraient ce qu'ils ont fait et ça sortirait automatiquement le nouveau programme? Et en fait, je me suis dit non, je me suis dit, c'est pas ce que je veux faire. Même pour moi, certes, financièrement, ce serait beaucoup mieux. C'est sûr, hein, c'est beaucoup mieux. Tu vends 1000 programmes, tu fais rien, tu as juste le temps à passer à le programme, c'est sûr que c'est mieux. Mais toi, derrière, on en revient à ce qu'on disait, quel est le plaisir là-dedans en fait? Il n'y a aucun plaisir, il n'y a rien, quoi. Il n'y a aucun échange humain, tu n'apprends rien. Donc, pour moi, ça n'a aucun sens. Et donc, je crois vraiment que c'est ça, c'est le côté humain. Après, ça peut se développer sous plein de formes différentes, hein. Moi, je suis plus communicant à l'écrit. Des fois, il y a des gens qui me demandent du coaching avec des consultations en plus chaque semaine au téléphone, etc. J'ai déjà fait. Je vois que la plupart des gens, en fait, je communique tellement à l'écrit, je pose tellement de questions que je vois que bon, ça servait à rien. La plupart du temps, ils n'étaient pas faits. Mais je crois beaucoup dans ça, en fait. Et je ne crois pas du tout dans l'automatisation. Tu sais, on voit pas mal de logiciels en ce moment pour justement aider les coachs, etc. Moi, je ne crois pas du tout. Moi, j'aime bien quand ça sent la vie, tu vois. Moi, j'aime bien, j'envoie un fichier Word, en fait. Moi, voilà, c'est ça mon truc. C'est un fichier Word et j'écris dessus. Alors, je fais des petites cases pour que ce soit un peu joli. Mais voilà, je veux que la personne me réponde et je veux qu'elle écrive. Et je crois plus à ça qu'au logiciel tout pro, tout. Ça, moi, ça me semble faux, tu vois. Il manque ce truc humain qui me plaît, ce truc où ça sent la vie. Pour moi, ça sent pas la vie. Rudy, où Donc, est-ce que… je crois que c'est ça l'avenir. Ouais, non, je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense personnellement qu'on tend vers une automatisation de tout ce qui est programmation et contenu d'entraînement et cette quantification de la charge, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humain qui est inclus dans le process parce qu'encore une fois, le programme, il faut l'appliquer, il faut le délivrer, il faut le faire à l'athlète ou au client ou aux personnes avec qui on travaille. Et donc, je suis d'accord avec toi, l'aspect humain ne mourra jamais, entre guillemets, même si dans 10 ou 15 ou 20 ans, des algorithmes pourront créer des programmes bien mieux que ceux qu'on peut écrire aujourd'hui. Ça ne changera pas le fait qu'il faut quelqu'un pour les mettre en application. Ouais. Et encore, le programme n'est qu'une partie de la solution pour progresser. Souvent, les gens me disent oui, je veux un programme. Mais ce n'est pas le programme, en fait, le souci. Le problème, c'est il y a le programme, il y a la méthodologie derrière, il y a la correction des exos, il y a comment je te transmets le programme. Tout à l'heure, on parlait des mots, tu vois. Pareil, la façon dont tu vas dire les choses, ma communication, elle a énormément évolué au fil des années. Je n'utilise pas les mêmes mots, je ne dis pas les mêmes consignes. Et ça change tout, tu vois. C'est comment tu transmets le programme, pareil. Si tu envoies le programme à 3 h du matin, etc., quel message t'envoie la personne? Tu vois, alors si tu lui envoies, tu écris à 9 h, tu lui envoies à 10 h, il dit ah putain, le gars, il est motivé, il attendait mon programme, il est derrière, il est vraiment là. Il y a plein de choses en fait. Et ce n'est pas le programme qui fait progresser en fait, c'est le global. Moi souvent j'exagère un peu, je dis peu importe le programme, l'important c'est que la personne qui est derrière va te transmettre les bonnes ondes en fait, va te transmettre le cadre sécurisant, le cadre où elle te dit
elle va te transmettre le placebo. Elle va dire tu vas progresser, tu dis ah ouais, je vais progresser. Et tu te donnes beaucoup plus que, que si tu avais le super programme envoyé à 2 heures du mat, un peu à l'arrache, quoi. Mhm. Non, je suis avec toi. Donc, pour tous ceux et celles qui souhaiteraient retrouver tous ces programmes pleins d'humanité, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux, Rudy? En général, je conseille pas les réseaux, je conseille mes 2 sites. Je dis rudykoya.com et superphysique.org. Il y a des onglets contact pour me contacter. Il y a les forums Superphysique donc, que j'avais racheté donc, à mon associé parce qu'il était plus sur le truc à l'époque. Donc, ils ont plus de 20 ans. Ils ont exactement 22 ans. Donc, c'est les plus vieux forums, mais c'est les derniers forums du web, tu vois, de muscu. Il y a d'autres forums où ils ont des sections muscu, mais c'est pas vraiment des forums muscu. Mhm. Donc, ils sont encore vachement actifs et on s'en sert pour les Superphysique podcasts. Mais voilà, les 2 sites, rudykoya.com, superphysique.org. Et après, vous tomberez forcément sur les réseaux. Mais sur les réseaux, comme je disais, j'ai du mal à partager. Je partage des articles, en fait. Donc, c'est des trucs que vous allez retrouver sur mes sites directement, sans avoir à vous mettre sur les réseaux. Parce que je n'arrive pas à partager ma vie, que je trouve finalement commune à celle d'autrui. Donc, je me dis, il n'y a rien d'intéressant. Si je me dis à 9 h, je prends mon café, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Bah, pour tous ceux qui veulent du contenu muscu, parce que ça fait 1h20 qu'on parle et on n'a pas parlé de muscu, allez checker les sites de Rudy, allez checker les forums aussi et tout le bon contenu qu'il crée. Rudy, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir sur le podcast et j'espère à bientôt en personne alors. Bah oui, j'espère à bientôt en personne, mais c'est prévu, j'attends un peu tout ça. Et puis, là, en ce moment, je fais de l'ergo. Je fais du vélo, là, mais j'ai un one bike, donc pas un bike, un Ouais. one bike, tu vois ce que c'est. Mhm. Donc, je m'y remets pas mal. Donc, pourquoi pas. Mais je suis intéressé par tes tests. Hein. C'est sûr qu'un coup, on va se rencontrer pour que je teste. Moi, j'aime bien tester, comme je disais. J'aime bien voir ce que ça fait, quoi. Parce que Ouais. la théorie, encore une fois, c'est bien différent de la pratique. Exactement, tu as bien raison. En tout cas, merci encore à toi et à tout bientôt. Ça roule. Salut, Sean.